Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée ici à Django. Je suis Honoré Unwanou, formateur et développeur web. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est découvrir ensemble le framework web Django, ok? Donc un peu par la pratique, on va voir à quoi peut ressembler ici un projet Django. Donc ce que je vais faire, c'est rapidement vous présenter le plan de cette mini vidéo en grosso modo. Premièrement, on va survoler rapidement ici un peu la théorie autour de Django. Qu'est-ce que c'est que Django, qui utilise Django, ainsi de suite. Et après, on passera à la pratique. On va coder tout le long de cette vidéo et on pourra terminer avec des conclusions. Ok? Donc à ce niveau-là, Django, c'est ce qu'on appelle un framework web. Un framework web, c'est tout simplement un ensemble d'outils, un ensemble de librairies qui va vous faciliter la création d'applications web. Ok? Donc lorsqu'on parle ici de framework, pensez toujours à un ensemble d'outils qui vous facilite la création de quelque chose. Donc si on dit framework CSS, c'est un ensemble d'outils qui va vous faciliter ici l'écriture de code CSS. Framework JavaScript, un ensemble d'outils, un ensemble de librairies qui va vous faciliter ici l'écriture de code JavaScript, ok, et ainsi de suite. Donc un framework web, il va nous faciliter ici la conception d'applications web. À ce niveau-là, Django, c'est le framework web Python le plus populaire, ok? Vous avez d'autres frameworks web Python qui existent. Et à ce niveau-là, Django, c'est le plus populaire au niveau de la communauté Python. Vous allez voir dans quelques instants ici le pourquoi, ok? Django est également ce qu'on appelle un framework MVC, c'est-à-dire à ce niveau-là qu'il suit l'architecture MVC. M pour dire modèle, V pour dire ici vue et C pour dire ici contrôleur, ok? Donc modèle, vue, contrôleur. Donc c'est un design pattern qui va vous permettre à ce niveau-là de mieux ici structurer votre code, ok? De mieux ici séparer les différentes parties. Tout ce qui sera interaction avec la base de données sera au niveau d'un côté, tout ce qui sera présentation sera au niveau d'un côté, et ainsi de suite, ok? Et moi, personnellement, le feature que j'aime le plus au niveau ici de Django, c'est la flexibilité au niveau de la conception d'une administration, ok? On ne pourra pas malheureusement aller ici dans les détails afin de tout couvrir dans une vidéo, mais croyez-moi, je vais essayer de vous montrer en 2 temps 3 mouvements comment vous pouvez avoir ici une administration avec Django, ok? Donc, à ce niveau-là, qui utilise Django, Instagram, que vous connaissez sûrement, Eventbrite, qui vous permet ici de gérer des événements, Pinterest, Mozilla, Disqus, qui vous permet ici de très facilement rajouter un module de commentaires à votre application, et ainsi de suite, ok? Donc, comme vous pouvez le voir, Django n'est pas utilisé uniquement par de petites entreprises. C'est vraiment un framework qui est utilisé sur des applications de grande envergure, ok? Au même titre que Ruby on Rails, et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, sans plus tarder, on va maintenant ici passer au code, ok? Donc bien avant ici de commencer à coder, je prévois aussi publier une formation sur Parlons Code en rapport avec Django où j'irai beaucoup plus ici dans les détails, ok? Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je vous invite ici à vous abonner à la newsletter et ainsi vous serez informé lorsque la formation sera disponible, ok? Donc la trêve de bavardage, on va maintenant ici commencer à coder. Comme je l'ai dit, Django, c'est un framework web Python, ce qui sous-entend que vous devez avoir ici Python installé au niveau de votre machine. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment très simple. Python.org, qui est le site officiel ici de Python. Et vous pourrez venir au niveau ici de Downloads. Et normalement, vous allez voir les liens appropriés en fonction de votre système d'exploitation. Ok? Vu que moi, je suis ici sous Mac, c'est pourquoi j'ai les liens ici de Mac. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez ici 2 versions. Une version 3.x, 3.6.0 et une version 2.x, 2.7.13, ok? Pour ceux qui ne sont pas ici familiers avec Python, sachez qu'il existe 2 branches, ok? Une branche 3.x et une branche 2.x. Il existe quelques petites différences entre ces 2 branches en grosso modo, mais c'est vraiment très facile de passer d'un code 2.x à un code 3.x, ok? À ce niveau-là, nous allons utiliser une version de la branche 3.x, en l'occurrence ici la version 3.6.0, ok? Donc téléchargez simplement ici une version 3.x si vous ne l'avez pas déjà, suivant, terminé, et normalement ici on est bon, ok? Une fois que Python est installé, vous pourrez ici confirmer cela en venant au niveau de la ligne de commande, ok? Et en tapant à ce niveau-là Python-V avec un V majuscule. Normalement, cela va vous afficher ici la version de Python qui est disponible au niveau de votre système. Comme vous pouvez le voir dans mon cas, il affiche à ce niveau-là Python 2.7.10, ok? C'est parce qu'au niveau ici de ma machine, j'ai les 2 versions qui sont installées.
une version 2.x et une version 3.x, ok? Et si je vais accéder ici à Python 3, je fais ici Python 3 comme ceci. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai accès à Python 3.6.0. Donc, dans mon cas, si je veux accéder à Python 3, c'est Python 3. Si je veux accéder à Python 2, c'est Python. Pour ceux qui sont sous Windows généralement, normalement, si vous installez la version 3, elle sera disponible directement ici avec Python, ok? Donc, vérifiez simplement que vous avez de bons binary afin d'être sûr que lorsque vous tapez Python ou bien Python 3, que vous accédez ici à Python 3, ok? Donc, maintenant que Python est installé, on va pouvoir installer également Django, ok? Avant, ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est télécharger le package en ligne, le décompresser, patati patata, mais ça, ce n'est plus ce qu'on fait maintenant. Vous allez voir qu'au niveau de la plupart des langages de programmation, vous avez ce qu'on appelle ici des gestionnaires de dépendance, ok? Au niveau ici de Python, le gestionnaire de dépendance le plus utilisé, c'est pip ou pipe, je ne sais pas comment le prononcer, ok? Donc, si vous voulez installer ici un package, une librairie, vous allez le faire via pip. Il existe également Easy Install, mais à ce niveau-là, on va utiliser pip, ok? Au niveau de PHP, par exemple, si vous avez déjà eu à faire du PHP, vous avez Composer. Au niveau ici de Ruby, vous avez Bundler. Au niveau ici de JavaScript, vous avez NPM. Récemment ici Yarn et ainsi de suite, ok? Donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver très souvent au niveau de la plupart des langages de programmation. Donc, vu que Django, c'est un package qui a été conçu par un ensemble de développeurs, pour l'installer, on pourra utiliser ici pip, ok? Donc là, je ne vais pas vous demander de valider, mais je vais vous expliquer quelque chose, ok? Normalement, à ce niveau-là, dans mon cas, si je fais ici pip, vous allez voir que moi, je n'ai pas de binary pour pip, ok? Si je vais utiliser ici pip pour la version 3, je dois mettre ici pip 3, comme vous pouvez le voir, ok? Et ça, c'est pip 9.0.1 qui est utilisé avec ma version ici 3.6, ok? Donc moi, je vais taper Python 3 et taper pip 3. Dans votre cas, probablement, ce sera ici Python et ici pip. Donc avant, il fallait installer ici pip manuellement, mais depuis les versions récentes de Python, il est installé ici automatiquement pour vous, ok? C'est pourquoi je vous demandais de prendre une version récente. Donc normalement, on peut faire ici pip install Django pour pouvoir installer ici Django. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous allez installer ici Django directement au niveau de votre système, ok? Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que vous pouvez créer un projet qui va avoir besoin ici de Django 1.7 et un autre projet qui va avoir besoin ici de Django ici 1.10 par exemple, ok? Donc, si vous installez ici directement Django au niveau de votre système, ce sera difficile ici de pouvoir travailler sur ces deux projets-là. Parce que lorsque vous allez vouloir travailler sur le projet qui a besoin de Django 1.7, vous serez obligé ici de désinstaller Django 1.10 et installer Django 1.7. Et si après vous voulez travailler sur l'autre projet, vous allez désinstaller encore l'autre version, réinstaller, ainsi de suite, ok? Et de même, lorsque vous allez concevoir vos applications, peut-être au niveau d'un projet, vous allez avoir besoin ici d'une version X d'un package et une version Y d'un autre package, ok? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Supposons que vous avez envie ici de manipuler des images, ok? Donc au niveau ici de Python, il y a une librairie qui a pour nom ici Pillow que vous pouvez utiliser. Mais supposons que vous avez besoin ici de la version 1.5 de cette librairie pour un projet et de la version ici 2.3 de cette librairie au niveau d'un autre projet. Si vous installez ici directement ici cette librairie, vous verrez que ce sera difficile de gérer ceci, ok? Ce sera un enfer. Donc c'est pourquoi on crée ce qu'on appelle ici des environnements virtuels. Des environnements virtuels, vous allez les voir ici comme des boîtes, ok, au niveau desquelles vous pourrez ici installer vos packages, mais ces packages-là seront tout simplement isolés, ok. Ce qui fait que si vous installez ici par exemple Django 1.7, Django 1.7 sera disponible uniquement au niveau de cet environnement virtuel. Une fois que vous sortez, Django 1.7 ici n'est plus disponible, ok. Donc cela va vous permettre d'avoir tout simplement un environnement self-contained qui va contenir ici l'ensemble de vos packages sans pourtant avoir ici de conflit de version. Donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on va faire. On va créer d'abord un environnement virtuel. Donc vous vous rendez premièrement ici dans le dossier dans lequel vous souhaitez ici travailler, ok. Si vous n'êtes pas familier avec la console, vous pouvez faire ici CD. Vous allez rechercher le dossier et faire un glisser-déposer du dossier. Il va vous mettre le chemin qui mène à ce dossier-là, ok. Moi, dans mon cas, j'ai créé les alias. Si je fais ici TF, je me rends dans mon dossier où j'ai toutes mes applications pour les tutoriels. Je peux faire à ce niveau-là AF où j'ai toutes mes applications AngularJS. Je peux faire RF pour Ruby on Rails, LF pour Laravel et ainsi de suite, ok. Donc à ce niveau-là, vous vous rendez dans le dossier dans lequel vous souhaitez travailler et on va créer ici notre environnement virtuel dans ce dossier-là, ok. On aurait pu le mettre n'importe où, mais moi je préfère ici le mettre dans ce dossier-là. Donc pour créer un environnement virtuel, vous allez utiliser ici Python.
vous mettez ici "-m", vous mettez ici "venv" et vous donnez ici le nom de votre environnement virtuel. Moi, je vais appeler mon environnement virtuel ici "venv", comme Virtual Environment, ok? Vous aurez pu donner n'importe quel nom, mais moi, j'aime l'appeler ici "venv". Donc, en grosso modo, ce qui se passe, c'est quoi? Ça, c'est Python, comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est le binary de Python. Lorsque vous mettez ici l'option "-m", cela permet de dire que vous souhaitez charger un module. Et le module que nous, on souhaite charger, il a pour nom ici "venv". Donc, je demande à Python de me charger le module "venv". Et je vais utiliser ce module "venv" pour créer un environnement virtuel que j'appelle ici "venv". Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu mettre ici Toto pour dire au module "venv" de me créer un environnement virtuel ici Toto. Mais moi, je l'appelle ici "venv". Donc là, c'est très important. Vous pouvez le faire depuis la version 3.4 de Python, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi je vous demandais ici d'installer une version 3 de Python. Ok? Avant, ce qu'on faisait, on utilisait un package qui a pour nom ici virtualenv. Il y a d'autres personnes qui continuent de l'utiliser. Donc, dans ce cas, vous allez faire pip install virtualenv pour installer ici virtualenv. Dans mon cas, ce sera ici pip3 install virtualenv. Et une fois que vous avez virtualenv qui est installé, vous pourrez faire ici virtualenv et vous allez mettre le nom de l'environnement que vous souhaitez créer. Ok? On aurait pu mettre ici -p pour préciser même la version de Python qu'on veut utiliser pour créer notre environnement virtuel. Ok? Mais dans notre cas, vu que j'ai une version supérieure à la version 3.4 de Python, je ne vais pas me fatiguer. Je vais mettre Python 3-ev, Python 3-m, utiliser le module "venv" pour créer mon environnement virtuel "venv". Donc, normalement, on va patienter quelques instants et vous allez voir à ce niveau-là, si je fais ls, si vous êtes sous Windows, vous faites dire, cela va vous afficher le contenu de votre dossier. Et là, vous voyez qu'on a maintenant ici notre environnement virtuel. Donc, lorsque vous créez votre environnement virtuel, si vous souhaitez maintenant l'utiliser, il va vous falloir l'activer. Ok, c'est très important. Vous l'avez créé, mais il faut l'activer pour pouvoir être maintenant dans cet environnement virtuel. Donc, pour l'activer, si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous pouvez faire ici source et vous mettez ici "venv", qui est le nom de votre environnement virtuel, le nom de votre dossier. Vous allez avoir un sous-dossier qui a pour nom ici bin et vous allez avoir un script qui a pour nom ici activate. Ok, et si vous exécutez ce script, vous allez voir maintenant que vous êtes dans votre environnement virtuel, symbolisé par ce "venv" entre parenthèses là. Ok, et si vous souhaitez ici quitter cet environnement virtuel, donc le désactiver, vous mettez deactivate. Donc là, je tape ici DEA, je fais ici tabulation et cela sera ici complété pour moi. Et si je valide, normalement, mon environnement virtuel est maintenant ici désactivé. Si vous êtes sous Windows, dans votre cas, ce sera ici "venv", comme ceci, qui est toujours le nom de votre dossier. Vous allez mettre un anti-slash, vous allez mettre ici script et vous allez mettre ici activate. Ok? Normalement, c'est un script activate.bat. Normalement, si vous validez, cela va fonctionner. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire des recherches au niveau ici de Google, parce que ça fait un bail que je n'ai pas utilisé ici Windows, mais je crois que c'est bel et bien ceci que vous devez taper. Ok? Et normalement, vous allez voir également ce michi là pour symboliser que votre environnement virtuel est activé. En lieu et place de taper ici source, pour ceux qui sont sous Mac ou sous Linux, vous pouvez mettre le point et vous mettez "venv" bin activate. Ok, ça va faire ici la même chose. Donc, lorsque maintenant mon environnement virtuel est activé, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Je vais mettre ici Python 3-v comme ceci. Vous voyez que cela m'affiche ma version de Python 3.6.0. Mais regardez maintenant, si je mets ici Python-v, il m'affiche aussi Python 3.6.0. Ok, je vais sortir de cet environnement virtuel. Je vais faire ici Python-v. Vous voyez, il me met Python 2.7.10. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vu que j'ai créé ici mon environnement virtuel avec Python 3, mon environnement virtuel est très intelligent pour savoir que je veux utiliser Python 3 et non Python 2. C'est pourquoi lorsque je suis au niveau de mon environnement virtuel, lorsque je tape ici Python, il me donne accès à Python 3 et non Python 2. Ok? Donc, vous allez voir maintenant, lorsque je suis au niveau de mon environnement virtuel, je peux taper directement Python. Ok? Si vous regardez votre environnement virtuel, en grosso modo, si je rentre dans ce dossier "venv", vous allez voir que vous avez un dossier bin, ok? Vous avez ici la version de Python 3 qui a été aliasée ici Python, ok? Donc là, ce que je veux dire par là, ne soyez pas perdu. Une fois que je suis dans mon environnement virtuel, je vais directement taper Python en lieu place de taper Python 3 parce que là, ça va correspondre à la même chose. J'aurai accès ici tout simplement à Python 3, ok? Donc là, je fais CD2 points pour revenir au dossier parent, CD2 points à nouveau, et je suis dans mon dossier tutoriel. Donc, on a créé ici notre environnement virtuel. On l'a activé.
Maintenant que je suis dans mon environnement virtuel qui est activé, je vais maintenant installer ici Django. Et Django sera disponible uniquement dans cet environnement virtuel. Ok, donc pour installer Django, on va faire pip install Django comme ceci, et cela va vous permettre d'installer la dernière version en date ici de Django. Ok, si vous voulez installer une version spécifique, vous pouvez faire égal 1.7 par exemple, et cela va vous installer la version 1.7. Ok, mais moi je veux la dernière version en date, donc si je valide, il m'installe la dernière version qui est la version 1.10.6. On peut le confirmer si on vient au niveau du site officiel de Django. Vous voyez, c'est la version 1.10.6. Ok, donc là, pas de problème. Django est maintenant installé. On va juste confirmer que c'est le cas. Donc lorsque vous installez Python, vous avez également ce qu'on appelle le shell interactif de Python qui est installé. Par exemple, vous pourrez voir à ce niveau si vous voulez afficher quelque chose, vous mettez print, vous mettez ce que vous souhaitez afficher, il va l'afficher, ainsi de suite. Ok, on peut même l'utiliser comme une calculatrice, 4 plus 2. Si je fais ici 2 plus 2 fois 2, normalement, rappelez-vous, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc, on aura 2 fois 2 qui fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Et chez Gamon, ici, 6. Si vous voulez sortir, vous pouvez faire excite, ou bien vous pouvez taper ici quit, ou bien vous pouvez faire tout simplement CTRL-T. Ok? Donc, moi, je vais revenir au niveau de ce shell interactif là. Et ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est tenter d'importer Django. Ok? Si je n'ai pas d'erreur, c'est déjà bon signe. Cela veut dire que Django est installé. Et on peut confirmer en affichant la version de Django qui est installée, en mettant ici Django.getVersion. Et vous voyez ici, j'ai la version 1.10.6 de Django qui est installée. Donc si vous voyez ceci également s'afficher chez vous les gars, félicitations. Vous avez ici installé Python, vous avez créé un environnement virtuel, vous l'avez activé et vous avez installé Django au niveau de cet environnement virtuel. Maintenant que Django ici est disponible, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est utiliser Django pour créer ici un nouveau projet. Ok? Donc lorsque vous avez ici Django installé, vous aurez accès à ce script-là, Django admin, qui va vous permettre à ce niveau-là de pouvoir ici créer un projet Django. Ok? Donc vous mettez ici Django admin et vous mettez à ce niveau-là start project et vous pouvez taper après le nom de votre projet. Ok? Nous on va appeler notre projet, disons Acme, qui est un nom standard pour une entreprise, ok? Un nom d'une entreprise fictive, ok? Donc là, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est valider. Et normalement, j'aurai maintenant un nouveau projet Django qui sera créé, ok? Et vous voyez ici mon projet Acme qui a été créé. Comme je vous l'ai dit, votre environnement virtuel, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans le même dossier que votre projet. Votre environnement virtuel peut se trouver au niveau de votre bureau, votre projet va se trouver dans un autre dossier, ainsi de suite. Le plus important, c'est que vous devez d'abord activer votre environnement virtuel avant ici de vous rendre dans votre projet afin que Django soit disponible et que tout fonctionne ici à la perfection. Ok? Donc si par exemple je n'avais pas activé mon environnement virtuel, Django admin ne sera pas disponible. Ok? Donc si vous tapez ici des commandes, on vous dit ce n'est pas disponible, rappelez-vous, c'est que probablement vous avez oublié ici d'activer votre environnement virtuel. Donc on va tout simplement ici ouvrir notre projet au niveau de Sublime Text. Donc je vais me rendre dans ce dossier Acme et je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Donc Sublime Text, c'est tout simplement mon éditeur de texte favori, ok? Donc vous pouvez ici ouvrir votre projet au niveau de n'importe lequel des éditeurs. Là, j'ai un petit raccourci, Subble, qui me permet ici de faire appel à Sublime Text. Donc je demande à Sublime Text de m'ouvrir le dossier dans lequel je me trouve, donc le dossier courant, qui est symbolisé par un point. C'est ce qui me permet à ce niveau-là de pouvoir ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text, ok? Donc là, je vais essayer de vous expliquer rapidement ici la structure de base d'un projet ici Django. Donc vous avez vu que vous avez ce fichier manage.py, ok? Donc manage.py, vous allez l'utiliser pour exécuter ici plein de commandes, ok? Lorsque vous voulez créer votre projet, vous avez vu qu'on a utilisé ici Django admin, ok? C'est la seule fois que vous allez utiliser Django admin pour créer tout simplement ici votre projet. Une fois que votre projet est créé, vous allez maintenant utiliser manage.py afin d'exécuter ici plein de commandes. Donc là, si je veux ici tout simplement voir l'ensemble des commandes disponibles, je peux faire python manage.py et vous allez voir toutes les commandes qui sont disponibles. Une commande pour démarrer un serveur, une commande à ce niveau-là pour démarrer le shell et ainsi de suite, ok? On pourra voir quelques-unes de ces commandes, ne vous inquiétez pas. Mais à ce niveau-là, un truc très intéressant, vous avez ce Mushibushi là qui permet de dire tout simplement que ce code-là doit être exécuté avec Python, ok? Donc si vous êtes ici sous Windows, sous Mac ou sous Linux, normalement vous pouvez ici exécuter manage.py en mettant tout simplement /manage.py.
Si vous êtes sous Windows, si je ne me trompe pas, vous allez mettre un anti-slash en lieu de mettre un slash. Ou bien vous pouvez même taper directement ici le nom de votre fichier. Ok. Donc là, si je mets ici ./manage.py, vous allez voir, on a le même résultat en lieu de taper python manage.py. Ok. Parce que lorsque vous tapez ici python manage.py, c'est comme si vous demandez à Python de vous interpréter le code qui se trouve dans ce fichier là. Ok. Alors que vu que dans notre cas, on a déjà dit que c'est un code Python, lorsqu'on l'exécute ici directement, on saura qu'il faudra appeler Python pour pouvoir ici l'exécuter. Donc ce qu'on va faire pour tester, c'est démarrer ici notre serveur en mettant ici run server. Et cette commande là va vous démarrer un serveur en local que vous pouvez utiliser afin ici de tester ici votre projet. Ok. Donc notre serveur est lancé. On me demande de me rendre au niveau de localhost 2.8000, 127.0.0.1 2.8000. Donc je vais le faire. Localhost 8000 et checker. Bon, vous voyez, cela a fonctionné. Félicitations, vous êtes au niveau de votre première page produite avec ici Django. Ok. Et on vous donne même des indications que ce que vous devez faire maintenant, c'est utiliser manage.py afin de créer une application. Ok. Et c'est là que vous pouvez me poser la question suivante. Mais Honoré, ce qu'on a créé actuellement, ce n'est pas une application. Pourquoi on va créer encore une application? Ok. Ce que vous devez comprendre au niveau ici de Django, ce qu'on appelle généralement application, Django l'appelle ici projet. Ok. Donc vous créez d'abord un projet, comme on l'a vu avec Django Admin Start Project suivi du nom du projet, et après vous allez créer ici un ensemble d'applications. Voyez les applications comme un moyen de regrouper ici l'ensemble des fonctionnalités de votre projet. Donc au niveau ici d'un projet, vous pouvez avoir besoin ici d'un blog, donc vous allez créer une application blog. Vous allez avoir besoin ici d'un forum, vous allez créer une application forum. Vous allez avoir besoin à ce niveau-là d'un système pour gérer peut-être des contacts, vous allez créer une application contact et ainsi de suite. Ok. Moi j'ai trouvé que Django est vraiment un peu similaire avec ici Symfony. Si vous venez ici du monde PHP et que vous avez déjà utilisé ici Symfony, vous allez voir qu'il y a quelques similitudes. Ok. Au niveau ici de Symfony, c'est pareil, vous avez votre projet et vous avez un ensemble ici de bundles. Les bundles, c'est ce qu'on appelle à ce niveau-là application au niveau ici de Django. Ok. Après, vous allez voir que Twig, c'est le moteur de template qui est utilisé au niveau de Symfony. C'est à peu près pareil, ok, la syntaxe avec le moteur de template Django qui est utilisé par défaut au niveau de Django. Ok. Donc, ce qu'on va faire, vu que tout fonctionne ici à la perfection, on va ici revenir afin que je puisse vous expliquer l'utilité des autres fichiers. Donc, celui-là, il nous permet d'exécuter plein de commandes. Après, ce qui est un peu bizarre, vous voyez que vous avez un dossier Acme dans votre projet ici Acme. Ok. Le premier dossier qui est présent à ce niveau-là, c'est juste le nom qu'on a donné ici à notre projet. Ok. Donc, parce que j'ai créé ici un projet qui a pour nom Acme, c'est pourquoi il a créé ici ce dossier-là, ok, Acme. Mais j'aurais pu l'appeler ici n'importe comment, c'est-à-dire juste pour vous le montrer, ok. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais changer ce nom-là pour l'appeler ici Toto. Donc là, le dossier qui contient mon projet, je l'ai appelé ici Toto. Je peux revenir au niveau ici de Toto. Je vais faire ici manage.py, run server. J'ai même oublié de vous le dire. Pour couper le serveur, vous faites CTRL-C tout simplement. Ok. Donc là, si je démarre ceci, je reviens à ce niveau, j'actualise. Normalement, cela continue ici de fonctionner. Ok. Donc ce nom-là, vous pouvez le changer. Mais l'autre sous-dossier qui est à l'intérieur, donc je vais revenir, je vais remplacer ici Toto. Je vais remplacer Toto par Acme, comme c'était ici le cas. Et normalement, vous allez voir, si je reviens à ce niveau-là, ce Acme qui est présent à ce niveau-là, vous ne devez pas ici le changer. Ou du moins ici, je ne vous recommande pas de le changer. Parce que celui-là, il est utilisé au niveau ici de vos fichiers pour la configuration et ainsi de suite. Vous voyez par exemple à ce niveau-là, on dit que la configuration se trouve au niveau de Acme Setting. Donc il sait qu'il doit venir au niveau de Acme et chercher ici Setting. Ok. De même si vous venez au niveau de Settings, vous allez voir que qu'on dit que les URL, donc la configuration des URL au niveau de Acme URL. Donc il doit venir au niveau de Acme et de URL. Ok. Donc c'est très important. Celui-là, on ne le change pas généralement, sinon vous allez être obligé de modifier ici plein de fichiers. Vous allez modifier ici également, ok. Mais celui-là, si vous voulez, vous pouvez le changer. Donc la trêve de bavardage, on va regarder ce qu'on a par défaut.
À ce niveau-là, vous avez ici WSGI. C'est ce qui vous permet de gérer en grosso modo ce qui est en rapport avec votre serveur de développement. Ok, donc c'est une interface qui est utilisée à ce niveau-là. Vous avez ici url.py qui va vous permettre ici de pouvoir configurer les différentes URL de votre application, /admin, /contact, /about, ainsi de suite. Ok, donc on pourra mettre l'ensemble des URL de notre application et dire ce qu'il faudra faire une fois que un utilisateur vient au niveau de l'une de ces URL là. Settings.py qui va contenir ici plein de configurations. Cela va vous permettre ici de configurer votre projet. Par exemple, ici, au niveau de la langue, vous voyez par défaut, c'est l'anglais des États-Unis. Modifions ceci pour dire que ce sera ici le français de France. Ok, je mets ici FR. On va ici démarrer à nouveau ici notre serveur. Donc, manage.py run server. Si je viens à ce niveau et j'actualise, vous voyez maintenant, tout est en français. Ok, aussi simple que cela. Ce que je vais faire, modifier, je vais mettre en espagnol. Je ne sais pas ici si c'est SP, mais si vous mettez ES, normalement c'est espagnol. Cela va vous donner quelque chose en espagnol. Et si j'actualise, vous voyez, Fusiono et Romba Porte. Désolé les gars. Donc là, on va revenir à ce qu'on avait. Moi, j'aime le mettre ici en anglais. Donc je vais garder ici ENUS. Ok? Donc là, c'est pour la configuration. Après, vous avez ce fichier spécial là qui n'a aucun contenu comme vous pouvez le voir. Underscore init, underscore.py. Ok? Donc là, ça n'a rien à voir ici avec Django. C'est en rapport avec ici Python. Ok? Au niveau de Python, vous avez ce qu'on appelle les modules et ce qu'on appelle les packages. Un module, c'est tout simplement un fichier. Un package, c'est un dossier. Un module, à quoi est-ce qu'il va servir? Il va vous permettre de regrouper par exemple un ensemble de fonctions, un ensemble de classes, un ensemble de variables qui ont un rapport ici entre elles. Ok? Donc par exemple, si vous avez ici plein de fonctions qui vous permettent de faire des opérations arithmétiques de base, l'addition, soustraction, ainsi de suite, vous pouvez regrouper cela au niveau ici d'un module, ok, au niveau d'un fichier que vous allez appeler par exemple ici calcul, ok, .py ou bien math.py, ainsi de suite. Donc lorsque vous avez un fichier Python, ça se termine par l'extension .py, c'est pourquoi vous avez ici py, ainsi de suite, ok. Donc lorsque vous créez votre fichier, automatiquement c'est un module. Donc tout fichier Python est un module. Cela va vous permettre de regrouper un ensemble de classes, de variables, de fonctions qui ont un rapport entre elles, ok. Après vous avez ici les packages. Les packages, comme je vous l'ai dit, ce sont les dossiers, ok? Et les packages vont vous permettre de contenir un ensemble de modules. Donc, dans un package, vous pouvez avoir un ensemble de modules. Si on prend toujours notre exemple de notre module qui permet de faire l'addition, la soustraction, ainsi de suite, vous pouvez avoir un autre module qui vous permet de faire un peu de trigonométrie, un autre module qui vous permet de faire à ce niveau-là un peu de probabilité, ainsi de suite, ok? Donc, vous pouvez avoir plein de modules que vous allez regrouper dans un package, ok? Vous pouvez appeler votre package, par exemple, Supermath, ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous créez ici un dossier, ce n'est pas automatiquement un package. Pour qu'il soit un package, il vous faut avoir ce fichier spécial là, init, .py, ok? Lorsque vous avez un dossier qui a ce fichier spécial là, automatiquement, Python le considère comme un package. Donc, ce fichier peut ne pas avoir de contenu, mais sa simple présence va indiquer à Python que c'est un package. Donc, notre Mitsubishi qui est ici Acme, c'est un package, ok? Donc là, shake et bam, on a tout expliqué, ça s'est généré automatiquement, on n'a pas besoin ici de parler de ce Mitsubishi là. Donc, maintenant qu'on a ceci, je crois que vous êtes pressé de voir au moins notre première page, ok? Donc, ce que moi je veux faire à ce niveau là, c'est quoi? Je veux que lorsqu'on tape ici localhost 8000, donc si on vient au niveau de la page d'accueil, je vais actualiser tout simplement, je vais enlever ici ceci, qu'on puisse m'afficher disons Hello World ou bien afficher ici Hello Acme, ok. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez venir au niveau de la configuration de vos URL, je vais réduire ceci afin de pouvoir très facilement naviguer entre ces deux Mitsubishi. Donc je viens à ce niveau, au niveau de url.py et on doit configurer ici une nouvelle URL pour la page d'accueil, ok. Donc je copie ceci, je le colle. Et vous voyez qu'on a URL, on va dire que lorsqu'on vient au niveau de la page d'accueil, je vais expliquer ceci dans quelques instants. Et ce que je vais mettre à ce niveau-là, ce sera quoi? Ce sera ici views.index, ok? Ou bien je peux mettre ici home. Donc pour l'instant, c'est sûr que vous n'allez pas comprendre ceci, ok? Mais je vais vous l'expliquer. Ce qui est présent à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle des expressions régulières. Et les expressions régulières, c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre en programmation, ok? Vous les avez au niveau de la plupart des langages de programmation et c'est pas vraiment facile de les comprendre au premier abord.
À ce niveau-là, par exemple, on dit toutes les URL qui commencent par admin, ok? Lorsque vous avez ici ce symbole-là, l'accent chapeau, l'accent circonflexe, ce Mitsubishi permet de dire qui commence par, ok? Donc, toutes les URL qui commencent par admin seront ici gérées par ce Mitsubishi-là, ok? Maintenant, nous, on dit toute URL qui commence par rien, qui se termine par rien, donc c'est tout simplement ici la page d'accueil. Et lorsqu'on vient au niveau de la page d'accueil, on va appeler ici une fonction home qui se trouve au niveau du module views, ok? Pour l'instant, vous n'allez toujours pas comprendre, mais regardez, j'aurai une erreur à ce niveau-là, ok? Vous voyez que même mon serveur ici refuse ici de faire quelque chose. Si vous avez ce genre de Mitsubishi, vous pouvez tout simplement venir au niveau de la console. Vous aurez ici beaucoup plus d'informations. Là, on nous dit qu'on ne connaît pas ici views, ok? Ce qui se passe, c'est quoi? Je dis que je vais appeler ici tout simplement une fonction home qui se trouve au niveau du module views. Mais il me dit qu'il ne connaît pas de module views, ok? Ce sera très simple. Ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, un module c'est un fichier. Donc je viens au niveau de notre dossier Acme, notre package Acme, et je vais créer ici un nouveau fichier views.py qui va représenter tout simplement un module, ok? Et au niveau de ce fichier là, je vais définir une fonction qui aura pour nom ici home, ok? Et là, si vous n'avez rien à afficher pour l'instant, vous pouvez mettre ici pass. Au moins, vous n'aurez pas d'erreur. Donc ça, c'est du code Python. Désolé les gars, je ne peux pas vous expliquer également le langage Python dans cette vidéo, ok? Mais là, cela vous permet de définir une fonction. Et pour l'instant, vu que je ne sais pas ce que je vais faire, je mets ici pass pour dire que je ne sais pas ce que je vais faire. Cela va vous permettre de ne pas avoir d'erreur, ok? Donc au niveau de Python, c'est très important ici d'avoir cette indentation-là. C'est ce qui vous permet ici de gérer les blocs de code. Ce n'est pas comme ici au niveau de d'autres langages où on utilise ici les accolades, ok? Ici, vous devez ici laisser l'indentation comme ceci. Comme ça, il saura que ceci est dans ce bloc-là. Tout ceci, c'est le même bloc. Mais lorsque vous n'avez plus d'indentation, il sait que ce bloc-là va s'arrêter à ce niveau-là. Ici, c'est autre chose, ok? Donc là, je mets ici pass. Et normalement, une fois qu'on a créé ici notre module, je vais pouvoir ici l'utiliser. Donc pour importer notre module, ce sera très simple. Je vais mettre ici from dot et importe ici views, ok? Donc lorsque vous mettez ici point, cela veut dire le package dans lequel on se trouve, ok? Donc depuis le package dans lequel on se trouve, on va importer ici le module views. Donc on est dans le package Acme. Depuis ce package-là, je vais importer ici le module views. Donc, il va importer ce Mitsubishi-là. Et au niveau du module views, on a bel et bien ici une fonction home. OK? Et pour accéder à cette fonction home depuis le module views, je mets ici un point. OK? Donc, je mets module views et fonction home. Donc, les gars, si cela vous semble confus, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas les bases en Python. Ce que je vous recommande, c'est de pouvoir ici télécharger mon bouquin. Premier pas avec Python, je mettrai ici la description au niveau de la vidéo. Il est gratuit, donc vous pouvez mettre ceci à 0. Mais si vous souhaitez m'encourager dans cette mission de partage gratuit du savoir, vous pouvez ici payer ce que vous voulez, $1, $2, ainsi de suite, ok? Là, comme vous pouvez le voir, il y a 700 lecteurs actuellement. Cela va vous permettre ici d'avoir un peu la base. Je parle ici du langage Python, des packages, des modules et ainsi de suite, ok? Donc là, pas de problème. Normalement, essayons d'actualiser maintenant qu'on a mis ceci. Et vous voyez qu'on a une autre erreur. Donc maintenant, il a pu trouver ici notre module views. Il a pu trouver ici notre fonction. Mais là, on nous dit à ce niveau-là que la fonction home prend 0 paramètre alors qu'il y a un paramètre qui a été donné. Ok? Donc à ce niveau-là, la fonction home, c'est ce qu'on appelle ici une vue. Ok? C'est en rapport avec ici l'architecture MVC. Avant de rentrer dans les détails, ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du web, le principe de base, c'est que vous faites une requête et vous avez une réponse, ok? Donc là, je fais une requête vers python.org et j'ai une réponse, c'est cette page qui s'affiche ici. Donc c'est toujours comme ceci. On fait une requête, on s'attend à avoir ici une réponse, ok? Au niveau ici de l'architecture MVC, comme je vous l'ai dit, M signifie modèle, je l'écris en anglais, V signifie ici view et C signifie tout simplement à ce niveau-là contrôleur, ok? Donc ce qui se passe, c'est quoi? Tout ce qui est en rapport avec ici vos données, ok, sera géré par le modèle. Donc tout ce qui sera ici interaction avec la base de données, ainsi de suite, sera géré ici par le modèle. Tout ce qui est affichage, présentation des informations sera géré ici par la vue. Et le contrôleur, c'est un peu comme le big boss, c'est le chef d'orchestre, ok? C'est le contrôleur qui va dire au modèle, va chercher ceci au niveau de la base de données, ou bien à la vue d'afficher cela, ainsi de suite, ok? Donc pour le modèle, vous n'êtes pas obligé d'avoir ici une base de données, tout ce qui est source de données. Donc vous pouvez stocker vos données dans un fichier, tout dépend ici de vous. Mais généralement, vous allez le voir, c'est une base de données. Afin que les choses soient plus simples, si on prend l'exemple d'une entreprise,
le modèle, c'est un peu comme ici l'administrateur, c'est lui qui gère les données de l'entreprise. La vue, c'est un peu comme le marketing, ok? Parce que c'est le marketing qui présente votre entreprise, ok? C'est la vue qui va présenter votre application. Donc, il faut que votre vue soit attrayante afin que les utilisateurs aient envie ici d'utiliser votre application, ok? Et le contrôleur, c'est un peu comme le CEO de l'entreprise, le big boss, c'est lui qui donne ici les directives, ok? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Venons par exemple au niveau de Parlons Code. Lorsque je fais ici une requête, je fais ici login, ok? J'ai fait une requête, j'ai cette réponse-là. Donc ça, c'est la vue qui affiche ici ce formulaire-là, ok? Et lorsque je vais venir ici entrer mon adresse email et entrer par exemple ici un mot de passe, je vais faire une autre requête en cliquant sur le bouton se connecter. Lorsque je vais faire la requête, ce qui va se passer, c'est quoi? Le contrôleur va demander ici tout simplement à mon modèle de vérifier est-ce qu'il existe un utilisateur qui a cette adresse email et qui a ce mot de passe que j'avais tapé. Vu que lorsque le modèle a vérifié, il n'a pas trouvé d'utilisateur qui a cette adresse email et ce mot de passe, lorsqu'il a informé sur le contrôleur a dit ok, donc la vue affiche-moi ici que les identifiants de l'utilisateur sont tout simplement incorrects. C'est pourquoi vous avez ceci. Mais si je mets ici une bonne adresse email et un bon mot de passe, ce qui va se passer, c'est que lorsque le contrôleur va demander ici au modèle de vérifier est-ce qu'on a un utilisateur qui a cette combinaison email mot de passe, le modèle va dire oui. Alors le contrôleur va dire à la vue d'afficher ici le dashboard de l'utilisateur. Et vous avez tout simplement ici le dashboard. Ok? J'espère que ce n'est pas hyper compliqué, mais croyez-moi, j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer dans ce petit temps-là. Ok? Donc ce qui se passe, c'est que pour chacune de vos vues présentes à ce niveau-là, il vous faut passer ici la requête, ok? Comme ça, vous aurez accès à la requête, vous pourrez récupérer des informations via cette requête-là, ok? Et après, vous devez ici retourner une réponse, tout simplement. Donc là, à ce niveau-là, toutes les vues doivent avoir ici comme premier paramètre la requête, mais là, moi, je n'avais pas ici mis ce request-là. C'est pourquoi on disait qu'un paramètre a été donné, qui est la requête, mais moi, je ne prenais pas ici tout simplement ce paramètre-là. Au niveau ici de Django, en lieu et place de parler ici de MVC, on parle ici de MVT, ok? C'est la même chose que MVC, simplement que ce qu'on appelle ici M, c'est toujours le modèle, ce qu'on appelle ici V, c'est vue, ce qu'on appelle ici T, c'est template. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce que ici au niveau de l'architecture MVC, on appelle ici contrôleur, c'est ce qui est tout simplement ici la vue, ok? Donc au niveau de l'architecture MVT, le contrôleur, c'est celui-là qui est appelé ici la vue. Au niveau ici de l'architecture MVT, ce qui est appelé ici template, c'est ce qu'on appelle ici vue au niveau de MVC, ok? Donc là, croyez-moi, au début, ça peut être confus, mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer. Donc ici, le template, c'est la vue, et ce qu'on appelle ici contrôleur, c'est ce qu'on appelle ici vue, ok? Donc, désolé les gars, si cela a encore compliqué les choses, mais c'est Django qui l'a appelé ici MVT comme ceci, ok? Mais le principe de base reste le même. Donc à ce niveau-là, on a créé ici une vue. Donc c'est un peu comme un contrôleur à ce niveau-là. Et on va dire ce qu'il faut faire pour gérer ici notre requête. Et lorsque vous avez une vue, il faudra retourner tout simplement une réponse. On fait une requête, on attend ici une réponse. Mais tentons d'actualiser simplement, vous allez voir maintenant, on nous dit à ce niveau tout simplement qu'on atteint une réponse, mais on n'a pas retourné ici de réponse HTTP, ok? Donc ce sera très simple. Je vais donc retourner ici une réponse en utilisant ici HTTP response, ok? Donc ça c'est une classe qui est présente au niveau ici de Django, et je vais retourner comme réponse hello Acme, ok? Donc là j'aurai tout simplement une erreur toujours, parce qu'on va me demander ici de pouvoir importer ici HTTP response, ok? Donc ça se trouve au niveau de Django comme je vous l'ai dit. Donc je peux faire from django.http import ici http response, ok? Donc là, au fur et à mesure que vous allez écrire vos programmes Django, vous allez le retenir. Ou bien si vous oubliez, vous pourrez revenir au niveau de la documentation. Donc, importe-moi ici cette classe HTTP response qui se trouve au niveau de Django HTTP. Et normalement, on aura ici Hello Acme qui s'affiche finalement. Ok. Donc, ça a été long, mais croyez-moi, on pourra maintenant se baser là-dessus pour écrire des trucs beaucoup plus intéressants. Donc là, vous pouvez retourner ici du code HTML en mettant par exemple un petit H1 à ce niveau-là et en terminant ceci en mettant ici H1, ok? Et si je viens à ce niveau-là, on aura maintenant un H1 comme vous pouvez le voir. Mais là, ce sera fatigant si on doit écrire tout le code HTML à ce niveau-là. Doctype, HTML, HTML head, ainsi de suite. Ce sera fatigant, ok? C'est pourquoi en lieu et place de retourner directement ici la réponse comme ceci, on va retourner tout simplement ici un template, ok? Donc le template généralement c'est tout simplement du code HTML, ok? Donc là je vais mettre ici return render. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Je vais mettre ici request.
à ce niveau-là, je vais mettre ici home.html comme ceci et ce sera tout. OK? Donc là, je vais mettre ici from Django.shortcuts import render. Donc cette fonction render, c'est une fonction utilitaire qui est présente au niveau de Django, donc Django.shortcuts pour dire raccourci. C'est une fonction qui vous permet ici de retourner tout simplement un template. OK? Donc en premier paramètre, vous donnez ici la requête. Donc on me donne ici la requête qui est passée. Soit dit en passant, pour la requête, vous n'êtes pas obligé de mettre ici request. OK? Généralement, on met ici request parce que ça représente la requête. Mais on aurait pu l'appeler ici KB et écrire ici KB. OK? Pareillement, si j'avais appelé ici KB et j'avais mis ce qu'on avait précédemment, donc je vais revenir rapidement pour vous le montrer. Si j'avais ici ce Mitsubishi là et je l'avais appelé ici KB, cela allait fonctionner. Si je viens à ce niveau, j'actualise, vous voyez toujours Hello Acme. OK? Mais vu que c'est la requête, pourquoi l'appeler KB? Il faut l'appeler tout simplement ici request. OK? Donc là, je vais remettre ce qu'on avait. Je vais importer ici render. Et on va utiliser render afin de retourner tout simplement ici notre template. Donc en premier paramètre, je mets ici la requête. En deuxième paramètre, je mets ici le chemin qui mène à mon template. Et là, moi, je vais rendre le template ici home.html. Donc vous allez voir ici, j'aurai une erreur parce que tout simplement, on ne trouve pas ce template. On n'a pas encore créé de fichier home.html. OK? Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Au niveau ici de Acme, donc vous voyez où vous avez ici ce fichier manage.py. OK? C'est ce qu'on appelle tout simplement la racine de votre projet. Donc si je vous dis créer un dossier à la racine de votre projet, je vous demande de créer un dossier où vous avez ici ce fichier manage.py. Par exemple, ce fichier-là est à la racine de mon projet. Ce dossier-là est à la racine de mon projet parce qu'il est où se trouve ce fichier, parce qu'il se trouve où se trouve ce fichier manage.py. OK? Donc là, on va créer tout simplement un dossier template à la racine de notre projet. Et dans ce dossier template-là, on va créer ici tout simplement notre template qui a pour nom ici home.html. OK? Et à ce niveau-là, c'est là qu'on va mettre ici Hello Acme. Mais vous allez voir, cela ne va toujours pas fonctionner si j'actualise. J'ai tout simplement ici une erreur. Ce qui se passe, c'est que je dois dire à Django tout simplement, lorsqu'il cherche ici les templates, de venir chercher également dans ce dossier template là. OK? Parce qu'il ne sait pas que notre template home.html se trouve dans ce dossier template là. Donc vous pouvez venir au niveau de la configuration, au niveau de settings.py, et vous avez ici la configuration comme vous pouvez le voir pour les templates. OK? Et je vais dire que il faut venir également chercher dans le dossier template. Il saura que c'est le dossier template qui se trouve à la racine. OK? Et cette fois-ci, lorsque Django va chercher ici home.html, il viendra également au niveau de ce dossier-là. Il fera à ce niveau-là home.html et on n'aura pas de problème. Cela va afficher ici Hello Acme. OK? Donc, on aurait pu créer ici des sous-dossiers. J'aurais pu avoir un sous-dossier que j'appelle ici page. Et c'est dans ce sous-dossier page à ce niveau-là que je vais créer par exemple une page about.html. OK? Et à ce niveau-là, je vais mettre ici about. Donc au niveau de page, j'ai mis ici about. Je peux venir ici. Je vais créer tout simplement une autre vue que je vais appeler à ce niveau-là about. OK? Cette vue doit prendre également la requête. Mais là, le template que je veux retourner, c'est le template ici about.html qui se trouve au niveau ici de dossier page. Donc il va chercher au niveau de template un sous-dossier page dans lequel il va trouver about.html. OK? Donc je dois rajouter tout simplement une nouvelle route pour dire que si on vient au niveau ici de about, je rajoute ici un slash, il faudra utiliser ici la vue about qui se trouve au niveau du module Views. OK? Donc là, cela permet de dire si on tape ici tout simplement about. Donc il commence par ceci qui se termine par cela. OK? Donc cela fait référence tout simplement à l'URL about. Donc pas de problème, je viens à ce niveau, cela continue de fonctionner. Et si je fais également slash about, je vais voir ici about tout simplement. OK? Donc c'est vraiment très simple les gars. Au premier abord, ça peut être compliqué de comprendre ici le système, mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est très simple. Donc une dernière fois, on va créer ici une autre URL, disons pour une page de contact. OK? Et là, je vais mettre ici view.contact, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Au niveau ici du dossier page, je vais créer également à ce niveau-là contact.html. Tout ce que je vais mettre à ce niveau-là, c'est contact. OK? Je vais venir ajouter ici une vue, copier simplement ceci. Et là, ce sera ici contact. Et là, je pourrais mettre ici contact. OK? Donc là, pas de problème. Si j'actualise, about va fonctionner. La page d'accueil va fonctionner. Et je pourrais mettre également ici slash contact et checker bon. OK? Donc ce qu'on va faire maintenant ici, c'est créer tout simplement un blog afin de pouvoir ici apprendre beaucoup plus en rapport avec le modèle et ainsi de suite. OK?
Donc, comme je vous l'ai dit, le blog, ça peut être une fonctionnalité de notre projet. Donc, on va créer tout simplement une application. Donc, je vais tout fermer à ce niveau-là. Je vais venir au niveau ici de la console. Je vais faire CTRL-C pour couper le serveur. Et je pourrais mettre ici manage.py ou bien python manage.py, start app, pour dire que je veux ici créer tout simplement une nouvelle application. Et je vais l'appeler ici blog. OK? Si je valide, normalement, il va me créer une application blog au niveau de notre projet. Donc, je vais démarrer ici le serveur. Et pourquoi pas, ce que je vais faire, c'est ouvrir un nouvel onglet. Et je vais me rendre au niveau ici de notre projet, comme ceci. OK? Comme ça, mon serveur est démarré, mais je peux exécuter des commandes également ici. Donc là, pas de problème. Si je viens au niveau ici de Sublime Text, vous allez voir maintenant, il m'a créé ici un package blog. Pourquoi c'est un package? Parce qu'il y a init.py, ok? Et cela représente tout simplement ici notre application. Et vous voyez que vous avez ici plein de fichiers. Vous avez un fichier views.py, vous avez ici un fichier test.py. Donc views va vous permettre de contenir vos vues. Et vous voyez que par défaut, il importe render pour vous parce qu'il sait que vous allez utiliser render pour retourner ici des templates. Test va contenir l'ensemble de vos tests. Donc, cela va vous permettre ici d'écrire des tests unitaires, des tests d'intégration pour votre application. OK? Comme ça, vous n'aurez pas besoin de tester ici votre application manuellement. À ce niveau-là, également, vous avez modèle qui va contenir l'ensemble de vos modèles. Vous avez ici apps qui va permettre de configurer votre application. Donc là, il a configuré par exemple le nom de notre application. Admin qui va vous permettre ici de gérer ce qui est en rapport avec l'administration. Comme je vous l'ai dit, c'est très facile de pouvoir ici générer des interfaces d'administration. Donc vous allez gérer ceci au niveau de ce fichier admin.py. Ceci pour dire que c'est un package et là vous aurez tout simplement vos migrations et ça également c'est un package. Les migrations vont vous permettre ici de gérer les différentes versions de votre base de données. Ok, on verra cela dans quelques instants. Mais moi ce que je veux faire ici c'est quoi? Je veux que lorsqu'on vient à ce niveau-là et qu'on tape /blog, qu'on puisse afficher ici tous les articles qui sont disponibles au niveau de notre blog. Ok. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas d'URL /blog au niveau ici de Acme URL, vous voyez que on a maintenant ici une erreur 404 pour dire que la page n'a pas été trouvée. Il a trouvé uniquement ici ces URL là. Ok. Donc ce sera très simple. Ce que je vais faire ici, on nous a même donné un exemple à ce niveau-là, ok? Je vais le copier et je vais le coller par exemple ici. Donc là, cela permet de dire, si ça commence ici par blog, alors là, on veut utiliser tout simplement le module URL qui se trouve au niveau ici de blog, ok? Donc là, voici ici notre package blog. Dans ce cas-là, on va utiliser un module URL. Donc je vais créer ici un fichier url.py qui va contenir ici l'ensemble de nos URL. Ce sera très simple. Vous pouvez tout simplement copier ce contenu-là, le coller à ce niveau-là, enlever ici tous les commentaires, enlever ici admin, et on va garder simplement à ce niveau-là un exemple avec ce Mitsubishi-là. Ok? Comme ça, à ce niveau-là, vous pouvez mettre toutes les URL qui sont en rapport avec votre blog. Ok? En lieu place de les mettre à ce niveau-là et tout sera mélangé, au niveau ici de votre application, vous pourrez mettre ici toutes les URL ici et les utiliser via ce include là. Cela va permettre ici d'inclure toutes les URL qui sont présentes à ce niveau là. Donc ce qui se passe c'est quoi? On a dit que si ça commence par blog, qu'on utilise ici ce module là, ok? Donc là, si on tape par exemple ici blog, vu que ça commence par blog, il va venir à ce niveau là. Et nous on dit, si après blog on n'a rien, alors il faudra appeler par exemple ici, là pour l'instant on a mis ici home, on va mettre par exemple ici index. Il faudra appeler tout simplement ici la vue index qui se trouve au niveau ici de views, ok? Donc là, vous voyez qu'au niveau ici de blog, vous avez ici un fichier views qui va contenir l'ensemble des vues pour votre blog, ok? Donc ce que je peux faire c'est quoi? Je vais dire depuis le package dans lequel je me trouve, donc URL se trouve au niveau du package blog, on va importer tout simplement ici views, ok? Donc ça fait référence à ce views là. Et là, tout ce que je pourrais faire, c'est faire un petit def index. Et là, il faudra prendre en paramètre la requête. Et là, pour l'instant, je ne vais rien mettre, ok? Donc là, lorsqu'il va venir ici, il va utiliser ici la vue index qui se trouve au niveau tout simplement de notre module views, ok? Et là, ça va correspondre à ce qui se passe lorsqu'on vient au niveau ici de blog. Donc là, à ce niveau-là, on a une erreur. Rien ne s'affiche. Vous pouvez venir au niveau de votre serveur et on nous dit qu'on a oublié tout simplement une virgule, ok? Donc si je viens à ce niveau-là, vous voyez que j'ai oublié de mettre la virgule à ce niveau-là.
Donc si j'actualise, vous allez voir maintenant, on a une autre erreur, on va vérifier. On nous dit que include n'est pas défini. Donc on a utilisé ici include, mais il faudra ici l'inclure en mettant ici include. Ok, cela est même expliqué ici. Donc include se trouve au niveau de Django conf URLs. Donc si on veut utiliser cette fonction, il faut l'inclure également. Et là, on va vérifier, on n'a plus d'erreur, le serveur est démarré. On aura une autre erreur pour nous dire tout simplement qu'on n'a pas retourné ici de réponse. Ok, donc si je viens au niveau ici de views qui se trouve au niveau de blog, on va retourner maintenant ici une réponse. On va retourner tout simplement un template. Ce sera à ce niveau-là quoi? On va dire que ce sera ici index.html. Mais avant, il faudra passer ici la requête. Donc, je mets ici request. OK? Donc là, pas de problème. On retourne ici ce template-là, index.html. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Si vous venez au niveau ici de Acme, vous venez au niveau de Settings, par défaut, ce qui va se passer, il va chercher un dossier template au niveau de chacune de vos applications. OK? Vous voyez ici ce app dirs true. Cela permet de dire à Django, au niveau ici de chacune de mes applications, il faudra chercher également ici les templates. Donc là, si je mets ici un dossier template, ok, et là, vu que j'ai retourné index.html, il va venir au niveau de ce dossier-là, voir est-ce qu'il y a index.html. S'il ne trouve pas index.html ici, il va vérifier également est-ce qu'il y a un fichier index.html ici, et ainsi de suite, ok. Donc là, on va créer ici notre fichier index.html au niveau de ce dossier template-là. Donc je mets ici index.html. Et là, je vais mettre tout simplement ici blog, ok. Mais vous allez voir, cela ne va pas fonctionner comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, ok. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous créez ici une application, il faudra informer Django que cette application ici existe. Donc, il faudra enregistrer cette application-là. Si vous venez au niveau de Acme Settings, tout juste en haut, c'est ici que toutes les applications qui ont été installées sont définies, ok. Donc là, ce sont des applications qui sont disponibles au niveau ici du cœur de Django pour gérer l'administration, l'authentification, les sessions, les fichiers statiques, ainsi de suite, ok. Donc nous, on va devoir dire à ce niveau-là qu'on a notre application également blog. Et rien qu'en mettant ceci, Django maintenant va considérer ici notre application blog et il va chercher ce fichier index.html dans ce dossier template parce que tout simplement à ce niveau-là, on a dit qu'il faut chercher ici les templates également dans les dossiers templates de chacune des applications. Donc si je viens à ce niveau maintenant, vous allez voir Shekebam blog s'affiche, ok. Donc là, pour que ce soit clair, je reviens au niveau de Acme URL. On a dit que pour toutes les URL qui vont commencer par blog, on va utiliser le module URL qui se trouve au niveau de blog. Donc il vient au niveau ici de blog et il vient au niveau du module URL. Donc là, on considère que l'URL commence par blog. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit que si après blog, il n'y a rien, je vais utiliser la vue index qui se trouve au niveau du module views. Et ce module views se trouve tout simplement au niveau du même package, c'est ce module-là, ok? Donc, j'aurais pu dire ici blog slash, par exemple, ici Toto. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ça commence par blog slash et après, on a ici Toto. Donc là, maintenant, ça ne va plus fonctionner parce qu'il faudra mettre ici blog slash Toto, ok? Mais là, moi, je dis blog tout simplement et il y a ce Mitsubishi là. Donc là, c'est très important. Vous ne devez pas mettre ici le $, ok? Si vous mettez le $, si je viens à ce niveau-là, j'actualise, cela continue de fonctionner. Mais si je mettais par exemple ici Toto, juste pour vous le montrer, vous allez voir maintenant, si je mets ici blog slash Toto, cela ne fonctionne pas. Parce que j'ai dit tout simplement ici, ça doit être exactement ici ce blog là, ok? Alors que moi, ce que je veux, ça doit commencer par blog et puis on pourra voir la suite à ce niveau-là. Et si je mets ici slash Toto, cela ici fonctionne, ok? Donc là, pas de problème, on va enlever ceci, revenir à ce niveau-là, actualiser, cela ne fonctionne plus parce qu'il faut venir au niveau ici de blog. Maintenant, regardez à ce niveau-là, on a un petit problème. Supposons qu'au niveau ici du dossier template, on a un fichier index.html, mais à ce niveau-là également, on a un fichier ici index.html, ok? Lorsqu'on vient au niveau ici de views, qui est présent au niveau ici de blog, lorsqu'on dit qu'on veut trouver ici le template index.html, il va chercher à ce niveau-là, chercher également à ce niveau-là, ok? Mais là, on peut se dire, quel est le index.html qui va prendre? Est-ce que c'est le index.html qui est au niveau ici de template? Donc là, je vais mettre par exemple ici Toto, ou bien c'est ce index.html qui contient ici blog. Si je viens à ce niveau-là, on va juste tester, j'actualise. Vous voyez ici, il prend celui qui est au niveau ici de Toto, ok? Le plus important, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Pour éviter ce problème-là, ce qu'on fait tout simplement, on va tout simplement ici namespacer, je ne sais pas si ça se dit, mais rajouter un namespace pour tout simplement nos templates, ok? Là, par exemple, au niveau du dossier template, je vais créer ici un sous-dossier qui aura pour nom le nom de mon application, par exemple ici blog, ok?
Et c'est au niveau ici de ce sous-dossier là que je vais créer ici index.html. Ok. Et là, je vais pouvoir supprimer ce index.html là. Et au niveau de blog, je vais mettre à ce niveau là blog. Ok. Donc, le simple fait d'avoir ici rajouté ce sous-dossier là, cela va permettre ici de mettre tous mes templates au niveau du namespace blog. Comme ça, lorsque à ce niveau-là, je vais dire que j'ai besoin ici de index.html, je serai obligé de dire index.html qui se trouve dans le sous-dossier blog. Et là, clairement, il saura que c'est ce index.html là, ok? Parce que ce index.html est différent. Mais vous pouvez me dire si également à ce niveau, je crée un dossier blog et ainsi de suite, mais c'est pas quelque chose que vous allez faire, ok? Donc là, très souvent, pour vos templates, vous mettez le dossier template, vous mettez un sous-dossier avec le nom de votre application pour ajouter ce namespace afin d'éviter d'avoir des conflits ici de template et vous n'aurez pas de problème. Donc là, je vais supprimer ceci. On va tester à nouveau et normalement, vous allez voir, il affiche blog parce qu'il prend ici ce index.html là. Ok? Donc là, pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant au niveau ici de index.html, on a dit qu'on va afficher ici l'ensemble des articles qui sont disponibles. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau ici de views.py. Et à ce niveau-là, jusqu'à présent, on avait mis le premier paramètre qui est la requête. On avait mis ici le template. Mais vous pouvez donner ici un autre paramètre qui est ce qu'on appelle ici le contexte. Ok? Le contexte va vous permettre tout simplement de passer des variables à votre template. Donc là, on peut passer ici une variable qui aura pour nous ici post qui va contenir ici l'ensemble de nos posts. Ok? Je dois définir alors cette variable post. Pour l'instant, je vais mettre ici post 1, donc je vais mettre par exemple ici first post pour dire premier article, je vais mettre ici second post pour dire second article et je vais mettre ici third post pour dire ici troisième article. Ok, donc là c'est tout simplement un tableau, on parle ici de liste au niveau ici de Python, donc je passe ici cette liste là au niveau de mon template blog.html et je pourrais accéder à cette liste avec la variable ici post. Ok, donc si je viens normalement au niveau ici de blog index.html, à ce niveau-là, j'ai maintenant accès tout simplement à cette variable ici post. Si je tape ici post comme ceci, bien évidemment, cela ne va pas afficher la variable parce qu'il va se dire c'est du texte, ok? C'est à ce niveau-là vous pouvez utiliser Django template en utilisant ici deux fois l'accolade comme ceci, ok? Cela va permettre de dire affiche-moi le contenu ici de ma variable post. Donc, si je viens à ce niveau, j'actualise, vous voyez maintenant, il m'affiche le contenu de ma variable et c'est tout simplement cette liste avec first post, second post, third post, ok? Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est quoi? Le nom que j'ai donné à ma variable, c'est post. C'est pourquoi ici, j'ai accès à post, ok? Si j'avais mis ici Toto, c'est que je veux passer ici cette variable post, mais le nom au travers duquel je souhaite y accéder au niveau de mon template, c'est Toto. Donc ici, si je mets post, ça ne va plus fonctionner parce que le nom à ce niveau-là que j'ai donné maintenant ici, c'est Toto. Ok? Mais très souvent, vous allez voir, ce sera ici le même nom, mais je voulais que ce soit clair à ce niveau-là. Là, c'est ici que vous précisez le nom que vous souhaitez utiliser pour y avoir accès au niveau ici de votre template. Ok? On revient ici, on actualise et check bon. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? En lieu et place d'afficher ceci, parce que là, il essaie ici d'afficher ceci comme une chaîne de caractères pour vous. C'est pourquoi il affiche ce Mitsubishi là. Ok? Mais là, nous, on veut parcourir cette liste-là. Et pour chacun de ces éléments-là, on va l'afficher. Ok? Donc, vous pouvez utiliser ce Mitsubishi là que je vais écrire rapidement et je vais vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Ok? Donc là, je vais mettre à ce niveau-là N4. Et là, je vais mettre pourquoi pas un petit LI. Ce sera ici post. Comme cela, ok? Et là, on va entrer ceci d'un petit UL, ok? Donc, lorsque vous souhaitez afficher quelque chose, vous utilisez ici ce Mitsubishi comme on l'a vu, ok? Mais lorsque vous souhaitez ici exécuter une logique sans pour autant afficher ici quelque chose, vous utilisez ici ce Mitsubishi là, ok? Donc, pour afficher quelque chose, c'est deux fois l'accolade, deux fois l'accolade. Pour exécuter maintenant du code Python sans pour autant ici l'afficher, vous utilisez ici le pourcentage, comme ceci, ok? Donc, accolade, pourcentage, pourcentage, accolade. Donc là, tout ce que je dis, c'est quoi? Ça, c'est la boucle for. Pour chaque article que tu vas trouver au niveau de ma liste d'articles, tu m'affiches ici cet article-là. Et je dois terminer ceci en mettant ici N4, ok? Donc, il va parcourir ici ma liste. Il va trouver ce premier article, il va l'afficher, ce deuxième article, l'afficher. Et vu que je les ai affichés au niveau d'un LI, on aura ici tout simplement une liste à puces, ok? Pour premier article, deuxième article, troisième article, et checker bon, ok? Donc c'est vraiment très simple.
Je peux faire quelque chose de beaucoup plus avancé. À ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est quoi? En lieu de place d'avoir ici une liste de chaînes de caractères, je vais créer ici une liste tout simplement qui va contenir un dictionnaire. Ok? Les dictionnaires en Python vous permettent ici d'avoir des éléments de type clé-valeur. C'est un peu comme des tableaux associatifs. Donc, je vais dire que pour chaque article, j'aurai ici le titre. Par exemple, ici, ce sera ici First Post. Ensuite, je vais dire que j'aurai ici le contenu, que je vais appeler ici Body. Et ce sera ici Content. Ou bien, je vais mettre ici This is my first post. OK? Et je peux rajouter, si je veux, à ce niveau-là, également un identifiant. Pour dire que pour chacun de mes articles, j'aurai un identifiant. Et là, je peux dupliquer ceci. Pour dire que j'aurai ici le deuxième article. J'aurai ici le troisième article. Là, ce sera ici Second Post. This is my second post. Ici, ce sera ici Third Post. Et this is my third post. OK? Vous pouvez remarquer que j'ai mis ici une virgule, même s'il n'y a pas d'autres éléments après. OK? C'est quelque chose que vous allez voir très souvent au niveau ici de Python. Pareil à ce niveau-là. Pareil au niveau ici de acme url.py. Il y a une virgule, même s'il n'y a pas d'autres éléments. OK? On peut ne pas mettre ceci, cela va fonctionner, mais l'avantage c'est quoi? Vu que vous avez déjà eu à mettre ceci, lorsque vous voulez rajouter un nouvel élément, vous n'aurez qu'à faire entrer, taper ici cet élément, virgule. Vous n'aurez pas à mettre ici la virgule, ok? C'est pourquoi très souvent on préfère toujours rajouter ici la virgule, ok? Donc là, à ce niveau, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai maintenant ici une liste qui contient à ce niveau-là des dictionnaires. Et ce premier Mitsubishi va représenter toutes les informations de mon premier article, son identifiant, son titre et son contenu pour mon deuxième article, ainsi de suite, ok? Ce qui fait que si je viens maintenant au niveau ici de index.html, qui se trouve au niveau ici de blog, vous allez voir que chacun de mes posts va représenter à ce niveau-là un dictionnaire, ok? Donc, si je viens à ce niveau-là, ici, c'est un dictionnaire. On va essayer d'actualiser ce Mitsubishi et vous voyez que chacun représente ici ce dictionnaire-là. Maintenant, moi, ce que je vais afficher, c'est tout simplement à ce niveau-là le titre. Donc, je peux mettre ici .title. Si je voulais le contenu, je peux mettre ici .body et ainsi de suite, ok? Donc là, je mets ici .title pour afficher simplement le titre et vous voyez ici Shakebomb. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? On lui place ici d'utiliser un LI et ainsi de suite. Je vais préférer à ce niveau-là utiliser la balise article, ok? Donc, on aura ici un H2 qui va contenir le titre. Donc, je mets ici post.title, comme ceci. On aura ensuite ici le contenu que je vais mettre ici au niveau de post.body. Et pourquoi pas, je vais afficher ici l'identifiant en mettant ici un dièse. Ce sera ici post.id et on pourra mettre ici un petit tiret. Donc, il va mettre ici dièse 1, first post et après le contenu, this is my first post, ok? Si je viens à ce niveau, j'actualise, vous allez voir, bon, mamma mia, j'ai une erreur parce que j'ai eu à mettre ici une virgule en lieu place d'un point, ok? Désolé les gars, j'actualise et normalement vous voyez first post, second post, third post, ok? Vous pouvez même séparer ceci en mettant tout simplement un petit HR pour dire que pour chacun de mes articles, tu vas mettre ceci au niveau de la balise article et après tu mets HR. Et si je viens ici, j'actualise, Shakebomb ici, j'ai ce Mitsubishi là, ok? Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça peut être un peu bizarre d'avoir ici ce HR là pour ce dernier élément là, ok? Lorsque vous avez ici une boucle for, Django vous donne accès à une variable qui aura pour nom ici for loop, ok? Là, je peux mettre ici un if. Je vais l'écrire rapidement et vous l'expliquer, ok? Comme ceci. Et puis là, on pourra mettre à ce niveau là un and if, ok? Je pourrais mettre ici note. Donc, cela permet de dire, si ce n'est pas le dernier élément, alors tu me mets HR. Donc, il va mettre un HR, mais il ne va pas le mettre pour le dernier élément. OK? Donc, cette variable for loop, lorsque vous avez ici une boucle for, Django vous donne accès à cette variable. Et vous avez ici plein de Mitsubishi. Vous avez ici last, qui permet de savoir si c'est le dernier élément. Vous avez ici first, qui permet de savoir si c'est le premier élément. Donc, vous voyez qu'il ne met pas pour le premier élément, mais il met pour les autres. Vous avez ici compteur qui permet de savoir à quel index vous vous trouvez, 1, 2, ainsi de suite. Donc là, je vais remettre ce qu'on avait last, juste pour vous le montrer. Si vous tapez Django for loop comme ceci, on peut cliquer sur le premier lien. Vous allez voir à ce niveau-là, si on cherche ici for, ok. On tente de descendre. Vous avez cette variable for loop, ok. Et vous avez ici compteur qui commence à partir ici de 1. Vous avez compteur 0 qui commence à partir de 0. Vous avez first, last qu'on a vu et d'autres Mitsubishi. Ok.
Donc là, normalement, ce que j'ai eu à mettre ici va fonctionner si on actualise. Et vous voyez, chez Kebom, on a ce résultat-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'article? Donc là, je vais fermer ceci. Et je vais dire tout simplement qu'on aura ici une liste, mais une liste vide. Pour un commentaire en Python, c'est le dièse. Donc à ce niveau-là, je mets ici post et je vais dire que je n'ai rien à ce niveau-là. Donc lorsqu'il va parcourir ceci, il ne va rien trouver, donc il ne va rien faire. OK? Et j'actualise, on n'a rien. Mais n'est-ce pas que ce sera intéressant d'avoir par exemple un message qui nous permet de dire qu'il n'y a aucun article qui a été trouvé. OK? Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Si on vient toujours au niveau de ce qu'on avait eu à écrire, c'était Django for loop, ça va nous mener à la page où on a toutes les informations pour nos templates. Si je prends ici for empty, cela vous permet d'exécuter cette partie-là si on a des éléments, ou bien vous pouvez mettre ce que vous voulez faire si c'est vide. OK? Donc là, je ne vais pas me fatiguer. Voici ce Mitsubishi pour le for. À ce niveau-là, je vais descendre comme ceci. Je vais rajouter ici empty. Et je vais pouvoir dire ce qu'il faut faire lorsque c'est vide. Et là, ce sera tout simplement un paragraphe pour dire ici no post available, comme ceci. OK? Ou bien on va mettre ici sorry, no post available. Et vous allez voir maintenant, vu que c'est vide, il va afficher à ce niveau-là sorry, no post available. OK? Mais par contre, si je viens à ce niveau-là et que je remets ici mes articles, il pourra parcourir ceci et m'afficher à ce niveau-là l'ensemble de mes articles. Ce serait intéressant d'afficher ici le nombre d'articles, n'est-ce pas, pour dire qu'on a 3 articles. Donc pour ce faire, vous pouvez venir au niveau de index.html et là, à ce niveau-là, on va mettre pourquoi pas des parenthèses et je vais mettre par exemple ici 3 articles. OK? Pour l'instant, je l'ai mis de façon manuelle, mais comme vous pouvez l'imaginer, on doit le rendre un tant soit peu dynamique. Donc vous pouvez utiliser tout simplement notre variable post qui va contenir ici l'ensemble des articles. OK? Et on va utiliser un filtre. Donc les filtres pour pouvoir appliquer des transformations tout simplement à vos différentes variables. Et là, le filtre qu'on va appliquer, donc on met ici pipe pour appliquer ici un filtre, c'est la barre verticale. Le filtre qu'on va appliquer, c'est ici length, qui va vous permettre tout simplement ici d'avoir la taille de notre liste. OK? Et là, la taille est de 3 parce qu'on a 3 articles. Et si j'actualise, vous voyez qu'on a toujours 3. Juste pour vous le prouver, si je viens à ce niveau, j'enlève l'un des articles, on aura maintenant à ce niveau-là 2. OK? Et chez Kebom, tout fonctionne ici à la perfection. Là, on va utiliser un autre filtre parce que moi, ce que je veux, c'est avoir un lien qui va me permettre d'afficher ici tout le contenu de l'article. Ici, je vais vouloir juste afficher le début de l'article. OK? Donc, un petit extrait. Et si on clique sur le lien, c'est là qu'on va pouvoir afficher maintenant tout le contenu de l'article. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous pouvez utiliser un autre filtre à ce niveau-là, au niveau du body, qui sera à ce niveau-là, tout simplement ici, truncate words. OK? Cela vous permet de pouvoir tronquer en spécifiant ici le nombre de mots que vous souhaitez avoir. Si là, pour l'instant, je valide, on aura une erreur parce qu'il faut donner ici le nombre de mots. Là, je vais dire par exemple ici 3 mots. OK? Si je viens ici, j'actualise, vous voyez qu'on a 3 mots et après, on a des points de suspension. OK? Si vous voulez voir ici tous les filtres qui sont disponibles au niveau de la même page qu'on a eu à visiter à ce niveau-là, vous pouvez ici les voir. Donc, vous avez ici Truncate Words qui permet de tronquer ici les mots. Vous avez ici Truncate Chars qui permet ici de tronquer tout simplement ici le nombre de caractères. OK? Donc, si vous voulez par exemple avoir ici 25 caractères, vous pouvez mettre 25. Ou bien vous voulez avoir 25 mots, vous mettez 25 mots. Vous avez également ici l'inf qu'on a eu à voir. Donc, je vais tenter rapidement de le retrouver. Mais vous avez par exemple ici pluralize qui va permettre ici de mettre ce Mitsubishi au pluriel et ainsi de suite. OK? On va trouver notre ami length et voici ici length comme vous pouvez le voir. Donc les gars, la documentation sera votre meilleur ami. Là, c'est juste une vidéo d'introduction, donc on ne pourra malheureusement pas tout voir. Mais vous avez par exemple lower pour mettre en minuscule. Donc j'imagine que vous aurez ici upper pour mettre en majuscule. OK? Donc si je voulais mettre par exemple ici le titre en majuscule, je peux mettre ici tout simplement notre ami pipe et je vais mettre ici upper. Et il va mettre tout simplement ici ce Mitsubishi en majuscule. Et chez Kebom, aussi facile que cela. Donc là maintenant, vu que je veux mettre un lien qui va permettre de cliquer pour avoir tout le contenu de l'article, on va entourer ici notre h d'un lien. Pour l'instant, le href, je vais mettre ici un dièse. Et là, je pourrais ici fermer ma balise A. Et pourquoi pas, tout juste en bas, je vais mettre également ici un paragraphe où j'aurai ici un lien également qui va mettre ici lire la suite. OK? Donc pour chacun de mes articles, il va entourer d'abord le titre d'un lien et il va mettre également ici
un autre lien tout juste en bas pour afficher ici lire la suite. Et vous voyez, on peut cliquer ici pour lire la suite ou bien cliquer tout simplement sur le titre. Ok. Donc ce que je veux maintenant à ce niveau là, c'est que le lien ce soit tout simplement, on va dire blog / le post suivi ici de l'identifiant du post. Par exemple, si c'est l'article 1, ça va être ici 1. Ok. De même à ce niveau là, ce sera par exemple blog, post et puis l'identifiant du post. Donc si je viens à ce niveau là, si j'actualise, vous voyez, bon là il affiche ici blog post 1. Ok. Si vous regardez en bas, vous allez le voir. C'est parce que là, je n'ai pas mis tout simplement un / comme ceci pour lui dire que l'URL doit être une URL depuis la racine. Ok. Et si je viens à ce niveau-là, j'actualise, vous allez voir maintenant, on a blog post 1, ainsi de suite. Mais là, comme on a dit, on veut que ce soit ici dynamique. Donc, on pourra mettre ici l'identifiant du post en mettant ici post ID. Ok. Et là également, ce sera tout simplement l'identifiant du post. Et je vais pouvoir mettre ici post ID. Donc, si je viens à ce niveau-là, j'actualise, vous allez voir maintenant ici c'est 1, ici c'est 2 et ici tout simplement 3. Ok. Là, au niveau ici de la configuration, rappelez-vous, pour enregistrer notre application, j'avais eu à mettre directement ici le nom en mettant ici blog. Ok. Ce qui est maintenant recommandé, c'est quoi? Si vous venez au niveau ici de blog, vous voyez que vous avez ce dossier app là. Ok. Et dans ce dossier app là, vous avez ici blog config qui contient ici la configuration de votre application. Et vous avez ici name qui contient ici le nom de votre application. Donc vous pouvez tout simplement donner cette configuration là. Et cette configuration là va donner ici le nom de votre application. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Je peux venir au niveau de settings.py. En lieu de mettre ici blog, je vais dire tout simplement, tu viens au niveau ici de blog, tu viens au niveau de apps, donc je mets ici .apps, et tu vas trouver ici blog config. Et tu utilises cette configuration là afin de trouver ici le nom de mon application. Vous allez voir, normalement tout va continuer ici de fonctionner. Ok. Juste pour vous le prouver, si je tente ici de modifier pour mettre des bêtises, on aura tout simplement ici une erreur. Ok. Donc là, je vais remettre ici blog config et checker bon. Comme ça, très facilement, vous pouvez changer également le nom de votre application si vous le souhaitez et rajouter également d'autres configurations. Bon, là, trêve de bavardage, ce qui nous intéresse maintenant à ce niveau-là, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'on puisse avoir cette URL-là. Parce que pour l'instant, si je clique, on a blog post 1, mais on n'a pas ici d'URL de ce genre-là. Donc, je viens au niveau de blog, au niveau de url.py. On utilise URL pattern qui contient ici l'ensemble de nos URL. Là, on avait dit tout simplement si ça commençait par blog et après on n'a rien. Mais là, on va dire si ça commence par blog et après on a post et après tout simplement on a un identifiant. Ok. Là, je peux mettre ici 1, mais ça va fonctionner uniquement si c'est cette URL là. Ok. Vous voyez que bon là, vu que j'ai dit qu'il faut toujours utiliser ici index, c'est pourquoi il affiche la même chose. Mais si je mets ici 2, cela ne va pas fonctionner parce que j'ai eu à hardcoder ici le 1. Ok. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ici un paramètre. Pour dire que à ce niveau-là, on aura ici un paramètre qui sera par exemple ici un identifiant. Donc, c'est ce qu'on appelle des paramètres nommés. Ok, comme je vous l'ai dit, les expressions régulières, les gars, ça peut sembler un peu compliqué. Ok, donc là, je vais mettre ici 0, 9, ici 1 plus. C'est-à-dire que à ce niveau-là, ça peut être n'importe quel chiffre de 0 à 9, ok, qui sera tout simplement répété une ou plusieurs fois. Donc, au minimum, on aura ici un chiffre ou on peut avoir ici plusieurs chiffres. C'est ce que ce plus-là permet de dire. Donc, ça commence par blog, après on a post, ok. Et comme vous pouvez le voir maintenant à ce niveau-là, on peut avoir n'importe quel nombre en grosso modo, ok. Mais là, on aura tout simplement une erreur. Si j'actualise, comme vous pouvez le voir, on nous dit tout simplement qu'on a eu à passer ici un paramètre, mais notre fonction ici index ne prend aucun paramètre. D'abord, je vais changer ici index pour dire ici show, parce que je vais utiliser une autre vue pour afficher ici les détails de mon article. Donc, très souvent, certaines personnes préfèrent mettre ici list pour lister les éléments et mettre ici détail pour afficher les détails. Ok. Moi, j'ai eu à utiliser d'autres frameworks où on utilise ici index et show, ainsi de suite. C'est pourquoi je préfère garder ici ce Mitsubishi en mettant index et show. Donc là, je remets ici index, je mets ici show. Lui, il va prendre la requête, mais en plus de prendre la requête, vu qu'on passe ici un paramètre qui a pour nous ici ID, il faudra ici récupérer également ce paramètre là. Ok. Et là, juste pour l'instant, je vais retourner ici un template. Donc, je mets ici request. Je mets à ce niveau-là blog et ce sera ici show.html. Ok. Et pour l'instant, je n'aurai aucun contexte. Ok. Donc, il me faudra venir au niveau ici de blog, au niveau ici de show.html. Et là, on va mettre tout simplement ici show post
details. Ok. Donc là, pas de problème. Si je viens à ce niveau-là, j'actualise. Vous voyez maintenant show post details. Là, je mets ici un show post details. Ce qu'on peut faire même pour que ce soit un peu fun, on va passer ici l'identifiant comme ceci. Donc là, je vais passer ici l'identifiant. Le nom, ce sera ID. Et je pourrais avoir accès à cette variable ID au niveau ici de mon template. Ok, donc c'est ce ID qui est récupéré que je passe au niveau de mon template. Comme ça, je pourrais mettre à ce niveau-là show post suivi ici de l'identifiant du poste avec ici un petit dièse. Ok, comme ça, il va affiche les détails du poste 1, affiche les détails du poste 2, du poste 29, ainsi de suite. Ok. Donc là, ce qu'on doit faire clairement, c'est utiliser cet identifiant-là afin de trouver le poste approprié. Ok. Donc si je viens à ce niveau-là, c'est quoi? Cette variable-là, elle est définie au niveau de cette fonction. Donc elle sera disponible uniquement au niveau de cette fonction. Ok. Donc si je veux utiliser cette variable poste au niveau de l'autre fonction, pour l'instant, je dois la copier, la coller à ce niveau-là. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Ça, c'est l'élément qui est à la position 0. Ça, c'est l'élément qui est à la position 1. Ça, c'est l'élément qui est à la position 2. Ok? Parce qu'au niveau d'une liste, on commence à compter à partir de 0. Donc, position 0, position 1, position 2. Donc, vous voyez que si on donne ici 1, si je veux récupérer ce Mitsubishi là, je dois faire tout simplement moins 1. Comme ça, 1 moins 1, ça fait ici 0. 2 moins 1, ça fait ici 1. Et on a bel et bien ici l'index 1. Donc, je dis au niveau de ma variable poste, tu vas me récupérer le poste qui a pour identifiant ID moins 1. Ok, l'ID qui est passé à ce niveau-là, moins 1. Mais là, on aura une erreur. Si je viens ici, j'actualise. Vous voyez, on nous dit qu'on ne peut pas ici convertir une chaîne de caractères en entier. C'est parce que ce 1 qui est passé à ce niveau-là, c'est une chaîne de caractères. Et on ne peut pas faire une chaîne de caractères moins 1. Donc, je dois convertir tout simplement ce Mitsubishi en entier. Comme ça, j'ai un entier. Ok, donc je fais ici du casting, moins 1, cela va fonctionner. Et j'aurai ici mon premier article. Ok, et vous voyez que ici, ce qui m'affiche à ce niveau, c'est parce que j'ai mis ici ID. Mais là, je vais mettre maintenant ici poste. Et ça va représenter ici notre poste. Et je pourrais mettre par exemple ici poste.id juste pour l'instant. Ok. Et si j'actualise, vous voyez ici m'affiche l'identifiant du poste. Donc là, je récupère le poste qui a cet identifiant là. Donc ça peut être celui-là, celui-là ou bien celui-là. Et une fois que j'ai accès à mon poste, de la même manière qu'on avait affiché les détails, on va les afficher ici. Donc là, je pourrais mettre ici dièse, suivi à ce niveau-là, on va dire, de l'identifiant du poste. Ok, donc je vais mettre ici poste.id. On va mettre un petit tiret et afficher ensuite le titre du poste. Donc je mets ici post.title. Et on va afficher maintenant le contenu. Ce sera un paragraphe. Et là, je pourrais mettre tout le contenu en mettant ici post.body. Je ne vais plus appliquer le filtre parce que là, je ne veux pas tronquer. Je vais afficher tout le contenu. On va mettre ceci au niveau d'une balise article. Ok, et je peux faire remonter tout simplement ce Mitsubishi là. Et vous allez voir maintenant, il va m'afficher le titre avec l'identifiant et également ici le contenu. Si je fais ici 2, par exemple, on a le second poste, 3, le troisième poste. On aura un problème si je mets maintenant ici 4. Parce qu'à ce niveau-là, vous voyez, on nous affiche quoi? Index out of range. Parce que si je mets ici 4, il va faire quoi? 4 moins 1, ça fait ici 3. Mais on n'a pas ici d'élément à l'indice 3. Parce que ça, c'est indice 0, indice 1, indice 2. Donc, ce que moi, je vais faire à ce niveau, premièrement, c'est quoi? Vous voyez, en lieu et place ici de dupliquer cette variable-là, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre à l'extérieur. Ok? Vous la coupez, vous la mettez ici, par exemple. Donc, elle sera disponible pour chacune de vos fonctions. Ok? Chacune de vos vues. Et là, si je viens normalement, vous allez voir, si je mets ici un bon index, cela va fonctionner. Et si je viens également au niveau de blog, j'aurai ici tous mes articles. Ok? Maintenant, en lieu et place ici de mettre ceci directement comme cela, on va mettre un peu de code Python, n'est-ce pas les gars, pour que ce soit fun. Donc, au niveau ici du dossier blog, je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple ici mox.py. C'est du code Python, les gars, ok? Donc, n'ayez pas peur de créer vos propres fichiers, faire ce que vous voulez, ainsi de suite. Et là, ce que je vais faire, c'est créer ici une classe que je vais appeler ici post. Donc, voici comment on crée une classe en Python. Et c'est au niveau de cette classe que je vais mettre l'ensemble de mes posts, ok? Vu qu'à ce niveau-là, ça ne va pas changer, c'est comme une constante. Je vais mettre ici ceci tout en majuscule pour dire que c'est une constante, ok? Et ce que je vais faire, je vais définir une méthode qui aura pour nom ici all, qui va permettre de récupérer l'ensemble des posts. Et je vais déclarer également une autre méthode qui va être ici find, ok,
ou bien find by ID, qui va permettre ici de récupérer un poste qui a un ID particulier. Je vais mettre tout simplement ici find. Donc à ce niveau-là, ce seront des méthodes de classe. Pour créer des méthodes de classe, on met ici classe méthode en Python en utilisant ici ces décorateurs là. Et là, on pourra avoir ici la classe qui sera passée à ce niveau-là. Donc si on veut récupérer ici tous les articles, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? Ça, c'est une variable de classe, une constante de classe. Je pourrais mettre ici cls.post. Donc désolé les gars, ça c'est en rapport avec ici Python. Et je pourrais ici retourner ce Mitsubishi là. Et si je veux un élément qui a un identifiant particulier, je pourrais mettre ici cls.post. Et je vais prendre l'identifiant qui sera passé à ce niveau-là. Et l'identifiant qui sera passé, on va le convertir en entier. Et on va faire tout simplement ici -1, comme on l'avait eu à faire précédemment. Donc maintenant, je pourrais mettre ici post.all pour avoir ici tous les postes. Ou bien je pourrais mettre ici post.find et là passer un identifiant pour avoir ici l'identifiant. Ok. Toutes les méthodes de classe doivent avoir ceci comme premier paramètre, CLS. Ok. Donc ce n'est pas comme si ici vous devez passer deux paramètres. Vous devez passer un seul paramètre qui est l'identifiant, mais le premier paramètre, ça doit être toujours ici la classe. On l'appelle CLS très souvent pour dire ici classe parce qu'on ne peut pas mettre classe. Classe c'est un mot qui est réservé, ok. C'est pourquoi on met ici CLS. Si on avait une méthode d'instance, vous allez voir que pour toutes les méthodes d'instance, elles doivent avoir au moins comme premier paramètre ici self, ok. Donc là, pas de problème. Je vais utiliser maintenant ici cette classe post qui se trouve au niveau du module MOX. Donc à ce niveau-là, je vais dire depuis ici mon module MOX qui se trouve dans ce package-là. Donc vous voyez que j'ai mis ici .mox, c'est-à-dire depuis le module MOX qui se trouve dans ce package-là, je veux importer tout simplement ici post, ok. J'aurais pu faire from import ici mox, c'est-à-dire depuis ce package import mox. Mais là, si j'avais fait ceci pour avoir accès ici à post, j'aurais été obligé de faire mox.post. Oups, post comme ceci. Mais là, vu que je veux directement utiliser post, donc depuis ce module là qui se trouve dans ce package, j'importe ici ma classe post. C'est ce qu'on appelle une importation relative. Donc là, en lieu place ici de mettre ici post comme ceci, il va me falloir ici définir ce post là et ce sera tout simplement ici post.all. Et lorsque je fais ici post.all, il va venir ici appeler cette méthode all. Elle doit retourner ici tous les postes et elle va retourner ce même tableau là. Et à ce niveau là, ce qu'on va faire c'est quoi? Ce sera ici post.find et je vais passer ici l'identifiant. Donc cette méthode find sera appelée avec cet identifiant. On va venir au niveau de ce tableau là et récupérer tout simplement le poste qui a pour identifiant ici, par exemple 1-1, et c'est ici le poste qui a pour identifiant 0, ainsi de suite. Et là, je n'aurai plus besoin ici de mettre tout ceci. Je pourrais mettre tout simplement poste qui va représenter le poste qui a été récupéré. Normalement, si je ne me suis pas trompé et que je suis toujours un peu bon en Python, cela va fonctionner. Et chez Keban, vous voyez, et on a ceci qui continue, ok? Et cela continue ici de fonctionner. Mais jusqu'à présent, on n'a pas résolu ici notre problème. Parce que si je mets ici 4, on aura ici ce même Mitsubishi là parce qu'il ne va pas trouver ici au niveau de notre liste un élément qui a pour index ici 3, 0, 1, 2, 3, ok? Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va dire, tu vas essayer d'exécuter ce Mitsubishi là, mais si tu as une exception qui est tout simplement ici levée, alors là, tu vas retourner ici une erreur 404. Donc là, on peut utiliser ici la classe HTTP for qui se trouve au niveau ici de Django HTTP. Donc je vais mettre ici Django.http import à ce niveau-là HTTP for. Donc depuis ici Django HTTP, on va importer HTTP for et cela va vous permettre ici de pouvoir lever une exception en mettant ici raise en lieu de mettre ici return. Donc on va ici lever une exception et vu qu'on a mis ici HTTP for, on aura une erreur 404 qui sera retournée, ok? Donc là, je vais mettre par exemple erreur 404 comme message pour l'instant. Si je viens à ce niveau-là et que je tente d'actualiser, vous voyez que l'erreur est différente. On nous met maintenant ici page not found et on nous affiche notre message d'erreur qui est ici erreur 404. Ok? Si j'avais eu à mettre un message beaucoup plus intéressant, donc là, je vais mettre par exemple ici sorry comme ceci. Je vais mettre ici virgule. Je vais mettre ici post et on va rajouter ici l'identifiant du post. Donc je peux utiliser la méthode format qui va me permettre de formater ici cette chaîne de caractères là et je vais dire que ces accolades qui sont à ce niveau là on va remplacer par l'identifiant ici du post tout simplement et là je vais mettre ici not found. Donc il va afficher sorry post ici par exemple 1 not found, ok? Je vais mettre un point comme ceci.
Si je viens à ce niveau, j'actualise, le message est différent. Sorry, ici post 4 not found. Ok, donc c'est aussi simple de lever ici une erreur HTTP fort. Ok, donc après vous pouvez customiser ici vos différentes pages 404, 500 ainsi de suite. Ok, là par défaut vous n'allez pas les voir en réalité parce que le debug est à true, c'est-à-dire vous êtes en mode debug, vous êtes en mode développement. Ok, si je viens au niveau de Acme, je viens au niveau ici de settings, vous voyez que debug est à true parce que là on est en développement. C'est parce que le debug est à true que vous voyez ici les erreurs qui s'affichent. Bien évidemment, lorsque votre site sera en ligne, vous n'allez pas vouloir que les erreurs puissent ici s'afficher. Ok, donc à ce niveau là vous allez mettre le debug à false. Juste pour vous montrer comment vous pouvez ici customiser tout simplement cette page là. Si j'actualise, vous voyez qu'on a une erreur, rien ne s'affiche. On peut tout simplement vérifier notre serveur comme on le fait d'habitude. Et vous voyez, on nous dit si le debug est à false, alors on doit préciser explicitement ici les autres qui sont autorisés. Ok, donc si le debug est false, on doit ici configurer ce Mitsubishi là. Donc là vous pouvez mettre ici l'URL ou bien l'adresse IP de tous les serveurs qui sont autorisés. Ok, dans notre cas on va autoriser simplement ici 127.0.0.1 comme ceci. On va autoriser également ici localhost. Ok, après si vous avez l'IP de votre serveur ou bien le domaine, vous pourrez le mettre à ce niveau là. Donc là, pas de problème. Normalement, on pourra ici relancer notre serveur. On n'aura pas de problème. On va actualiser. Et vous voyez par défaut, il nous affiche ceci. Not found, the request URL was not found, or the server, ainsi de suite. Ok. Maintenant, comment customiser ceci? Ce que vous pouvez faire, vous venez au niveau de vous venez au niveau de Acme, au niveau de URL, et où on a importé ici include, on va importer également ici handler 404. De la même manière, vous avez ici handler 500 pour les erreurs qui ont le statut code 500 ainsi de suite. Ok, mais nous on va importer handler 404 et à ce niveau là on peut mettre ici handler 404 et on va pouvoir spécifier tout simplement la vue qui sera utilisée. Ok, donc là je vais mettre ici acme.views et je vais mettre disons handler 404. Ok, donc je dis tout simplement pour une URL 404, voici la vue qui doit être utilisée, handler 404 qui se trouve au niveau de Acme Views. Donc je vais au niveau de Acme, je vais au niveau ici de Views, on va définir tout simplement ici une nouvelle vue qui sera ici handler 404. On va prendre la requête et là on va retourner par exemple ici, on va mettre 404 comme ceci. Ok, et là vous pouvez passer ici le contexte si vous le souhaitez. Et vous allez passer également le statut pour dire que c'est une erreur 404 comme ça. Également le statut qui sera retourné, ce sera ici 404. Ok, donc il va venir au niveau ici par exemple de template, on va chercher ici errors. Donc là j'ai mis ici errors, donc je dois créer ensuite 404.html et à ce niveau là on va mettre tout simplement un message erreur 404. On va mettre un petit message, on va mettre ici oops, it seems like you are lost, try to go back to the home page comme ceci. Ok, on va mettre après ici un lien qui va permettre ici d'aller à la page d'accueil. Donc là je vais mettre ici un ahref, je vais mettre ici un dièse et je vais pouvoir ici fermer ceci. Ok, donc là normalement vu que on a eu à configurer ceci au niveau de Acme URL pour dire que c'est ce handler, cette vue qu'on doit utiliser pour gérer les erreurs 404 et on est en mode production, vous allez voir maintenant il utilise ceci, il met erreur 404, oops, it seems like you are lost, c'est comme si vous êtes perdu. Essayez d'aller tout simplement au niveau de la page d'accueil. Là je vais mettre pourquoi pas une émoticône. Je crois que j'ai installé au niveau de Sublime Text à ce niveau là une extension qui permet d'avoir les émoticônes. Si je fais install package, je vais voir est-ce que je l'ai déjà installé, emoji code, voilà, et normalement cela me permet de mettre des émoticônes. Vous pouvez mettre des émoticônes assez intéressantes. Par exemple si je viens ici, je fais CTRL SHIFT CTRL SHIFT P, je mets ici emoji, insert emoji. Je peux mettre ici happy si je ne me trompe pas. Ok, on va mettre cette jolie fille là et on actualise et vous voyez, yeah. Désolé les gars, parfois je fais des trucs assez bizarres comme ceci. Ok, mais de la même manière vous aurez pu configurer ici ce qu'on doit utiliser pour les erreurs ici 500. Ok, en mettant handler 500, pareil ici handler 500, préciser une vue et ainsi de suite. Ok,
Mais là, comme vous l'avez vu, pour tester ceci, il fallait être en mode production. Bon, là, je vais enlever ceci. On va revenir avec le debug à true. Et normalement, il va mettre ici ce qu'il affiche par défaut. OK? Sorry, pause for not found. En parlant de cela, je vois que je ne vous ai pas montré ceci. Si le debug était à false et qu'on actualise, vous voyez à ce niveau-là, il n'affiche pas notre message qu'on a eu ici à configurer. OK? Je vais essayer de tout fermer parce que ça fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais si je viens au niveau de blog, au niveau ici de Mox, vous voyez qu'il n'affiche pas ici ce message-là. OK? Si on voulait l'afficher, on peut venir au niveau de notre handler, un second paramètre qui va représenter ici l'exception en grosso modo, et je pourrais ici passer ceci au niveau d'une variable que je vais appeler ici error par exemple, et passer également ici exception. OK? Ce qui fait que maintenant j'ai accès à ce message d'erreur au niveau ici de mon template, et je pourrais par exemple l'afficher à ce niveau là. On va le mettre au niveau d'un EM, et puis je vais mettre ici error, vu que le nom que j'ai donné ici c'est error, comme vous pouvez le voir. OK? Juste pour confirmer que je ne raconte pas des bêtises, vous voyez maintenant ici sorry pause for not found. Donc les gars, ce qui se passe c'est quoi? OK? Cette série là, j'avais voulu l'appeler ici nuit de code. OK? Parce que très souvent c'est là que je suis très inspiré. Mais là, comme vous pouvez le voir, bientôt il sera ici 6 heures. OK? Et lorsqu'il sera tôt ici, ce sera tout simplement le vacarme. Vous allez entendre le chien qui va crier, ainsi de suite. OK? Donc ce qu'on va faire à ce niveau là, on va s'arrêter là. Je sais que la partie qu'on n'a pas pour l'instant abordée, c'est le modèle. OK? Pour l'instant, on a créé tout simplement ici un mock qui nous permet ici de simuler comme si on avait un modèle, mais on n'a pas ici communiqué avec la base de données, et ainsi de suite. OK? Ce sera une partie également intéressante et qui sera un peu plus longue, ce qui va rallonger cette vidéo là. C'est pourquoi je préfère ici faire ceci en deux parties. Ça, ce sera la première partie, on va s'arrêter là, et vous aurez ici une deuxième partie où on va s'intéresser maintenant à notre modèle. Mais bien avant de terminer, j'aimerais au moins ici avoir des liens. OK? Donc là, c'est la page d'accueil. Je veux avoir un lien qui mène vers le blog. OK? Donc là, pas de problème. Je viens au niveau ici de notre page d'accueil. Rappelez-vous, c'est au niveau ici de template et au niveau de home.html. On va mettre tout simplement ici un lien. Et le lien que je vais mettre à ce niveau, ce sera quoi? Je vais mettre ici une balise A. Bien évidemment, je peux mettre ici /blog. Et puis, on va mettre ici visiter notre blog. Et cela va fonctionner. Si je viens ici, j'actualise. On clique à ce niveau-là, on va vers le blog. OK? Mais en lieu place ici de mettre les URL comme ceci, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé de hard-coder les URL. Parce que si vous avez cette URL au niveau de plein de templates, et après en lieu place ici de blog, vous souhaitez mettre ici blog comme ceci, par exemple, pour une raison ou une autre, OK? Vous allez être obligé de changer cela partout. OK? Pour cette raison-là, il est recommandé de donner des noms à vos URL. Donc si je viens par exemple au niveau de ACME, je viens ensuite au niveau ici de URL. Pour la page d'accueil, je vais donner ici un nom. Je vais mettre ici name. Vous voyez qu'on vous avait donné même un exemple à ce niveau-là. Et je vais appeler ici la page d'accueil, par exemple ici home. Pour la page about, je vais donner également ici un nom. Et ce sera ici about. Pour la page de contact, je vais donner également ici un nom. Ce sera ici contact. OK? Ici, je vais me rendre au niveau de bloc URL pour donner ici un nom à chacune de mes URL. Donc, je viens au niveau de bloc URL et ici, le nom que je vais donner, ce sera tout simplement ici index. Et ici, le nom que je vais donner, ce sera à ce niveau-là show. OK? Donc, si je viens maintenant ici, si je veux un lien vers la page de blog, vous voyez que je peux mettre ici index. OK? Donc, si je viens au niveau de home.html, en lieu de mettre ici blog comme ceci, je peux mettre à ce niveau-là, ceci. On va mettre URL et vous pouvez mettre le nom de votre URL. Par exemple, ici, c'est index. OK? Si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser. Vous allez voir, cela continue ici de fonctionner. Le problème avec cela, c'est à peu près le même problème qu'on avait ici avec les templates où on a créé ici le namespace. Si vous avez ici, disons, une autre application pour gérer des événements, OK? Probablement pour afficher tous les événements, vous allez avoir ici également comme nom de route index. Il ne saura pas s'il doit prendre ici index de blog ou index de events. OK? Donc pour cette raison-là, pour les URL également ici de votre blog, OK? Vous allez ici tout simplement les namespacer. Vous pouvez mettre ici app_name et vous allez mettre ici le namespace que vous souhaitez utiliser. OK? Comme ça, en lieu et place ici de mettre directement index, vous allez mettre ici blog 2.index. Blog
blog.show. Comme ça, c'est bel et bien ici namespace. Donc à ce niveau-là, je pourrais mettre maintenant ici blog.index. Ok, juste pour vous le montrer pour l'instant. Là, on aura une erreur parce qu'il ne va plus trouver ici ce Mitsubishi là. Et vous voyez ici serveur error 500. C'est parce que tout simplement on est en production. Ok, donc il n'affiche plus ici les Mitsubishi vu que là on a mis debug à false. Ce serait intéressant, n'est-ce pas, si je vous montre également pour gérer l'exception 500. On va tout simplement copier ceci parce que c'est facile. On va mettre ici 500. On va passer l'exception et le statut ce sera ici 500. Ok, et si je viens au niveau de Acme URL, on va dupliquer ceci. En le place de handler 404, ce sera ici handler 500. Et il va me falloir ici importer également handler 500 comme ceci. Ok, et là on me dit ceci, donc là c'est bon. Je vérifie ici, désolé les gars, c'est 500 comme ceci. Il va me falloir ici tout simplement créer 500.html. Qu'est-ce que j'ai écrit à ce niveau là? C'est HTML tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est copier ceci, coller cela à ce niveau là. On va mettre erreur 500. Et vous voyez ici l'URL à ce niveau là, en lieu de mettre le dièse, on peut remplacer en mettant ici URL comme on a vu tout à l'heure. Et le nom de la route c'était home, donc je mets ici home. Ok, donc je copie ce message là, je vais le coller à ce niveau là. On va fermer et ouvrir à nouveau pour que la syntaxe soit prise en compte. Là ce sera ici erreur 500. S'il y a un message, on va l'afficher à ce niveau là. On va mettre ici oops, it is totally our fault, sorry and sorry. Ok, go back to the home page. Donc là on affiche pour dire que c'est totalement notre faute, désolé, vous pouvez aller au niveau de la page d'accueil. Ok, vous voyez que là on a une erreur. Ok, le truc c'est quoi? C'est que si je viens au niveau du serveur, on nous dit que handler 500 attend ici un paramètre exception, mais on n'a rien donné. Ok, donc là je peux mettre ici none, comme ça ici il n'y a aucun message qui est passé, ce sera tout simplement none. Ok, et check et bam. Maintenant si je ne veux pas passer ce Mitsubishi, je peux ne pas ici le passer en donnant tout simplement un contexte qui est vide. À ce niveau là également, si vous voulez, vous pouvez mettre ici none tout simplement. Ok, donc là je crois que normalement cela va fonctionner. Je peux enlever ici ce message là. Et si je viens, j'actualise et check, bon, voici ce résultat. On clique, on vient au niveau de la page d'accueil et c'est cette page là. Ok, maintenant pourquoi on a une erreur 500 au niveau de la page d'accueil? On va essayer de vérifier ceci. On retourne ici home.html, n'est-ce pas les gars? On vient au niveau de home.html. On tente ici d'accéder ici à l'URL qui a comme nom index, alors qu'elle n'existe plus comme je vous l'ai dit, vu qu'on a namespace ceci pour mettre ici blog au niveau de app name. Ok, il faudra mettre maintenant ici blog.index ou blog.show. Ok, et là normalement à ce niveau, en mettant maintenant ceci, on n'aura plus d'erreur 500 et check bon. Ce que je vais faire à ce niveau là, c'est désactiver le debug, c'est réactiver ici le debug en mettant ici true. Ici en Python, true c'est un T majuscule, false un F majuscule, donc je mets ici true comme ceci. Je vais tout fermer parce qu'on a beaucoup de fichiers ouverts et normalement tout va continuer de fonctionner et on est en mode debug maintenant. Ok, donc également on va essayer de changer les autres URL. Donc si je viens au niveau de blog, au niveau de template, au niveau de index, à ce niveau là on avait hard codé ceci. Ok, donc là l'URL a pour nom ici tout simplement blog show. Donc je peux mettre ici URL, je vais mettre ici blog.show et je dois donner ici l'identifiant du poste parce que c'est le paramètre qu'on attend. Ok, donc vous pouvez mettre ici id égale ici post.id comme ceci. Et si je viens à ce niveau là, j'actualise, je clique, cela fonctionne. Ok, donc là on pouvait mettre également ici post id, il va passer ceci comme le paramètre id. Ok, si je tente ici de copier ce Mitsubishi là, on va venir également remplacer ceci et on aura maintenant ici des routes dynamiques. Je viens à ce niveau là, j'actualise et check bon. Donc si je veux ici avoir P en lieu de place de poste, je ne vais rien changer ici. Je viens simplement au niveau de URL, je mets maintenant ici P et partout ça va s'adapter dynamiquement. J'actualise et vous allez voir maintenant c'est P1 et vous allez voir également ceci fonctionne ici à la perfection. Ok, c'est ça l'avantage de donner des noms à des routes. Vous changez simplement à un seul endroit et ce sera répliqué partout.
ok? Mais ce serait intéressant, n'est-ce pas les gars, de se quitter au moins avec quelque chose de cool, ok? Qui ressemble à quelque chose, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Vous pouvez bien évidemment venir au niveau ici de template, venir au niveau de template, au niveau de home.html, et vous allez mettre maintenant ici du code HTML, charger les liens, ainsi de suite. Mais vous allez voir que ce sera un peu fatigant, ok? Parce que vous allez dupliquer ce doctype HTML là partout. Ce que vous pouvez faire, c'est créer tout simplement ce qu'on appelle ici des layouts de base, ok? Donc vous allez créer un layout qui va contenir la structure de base, et ce layout là pourra être utilisé par tous vos templates. Donc là, je vais créer par exemple un dossier layout. J'aime créer ici un dossier layout dans lequel je mets ici mon layout. Par exemple, lui, on va l'appeler ici base.html et il va contenir tout simplement notre layout de base. Donc c'est à ce niveau-là qu'on aura ici doctype HTML. On aura ici le nom de notre application. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez créer ici ce qu'on appelle des blocs. Là, je vais créer ici un bloc qui aura pour nom ici content, pour dire que c'est à ce niveau-là qu'on aura ici le contenu de notre page, ok? Donc lorsque vous mettez ici bloc content, vous pouvez mettre ici un contenu par défaut. Par exemple ici Toto, ce sera le contenu par défaut. Mais si vous ne mettez rien, il n'y aura rien comme contenu par défaut. L'avantage c'est quoi? Vous pouvez par exemple venir au niveau de la page d'accueil et dire que vous allez hériter de ce layout là, hériter de ce template là, ok? Donc si je viens au niveau de la page d'accueil, pour l'instant vous voyez qu'il n'y a pas de doctype HTML ainsi de suite, mais ce que je peux faire c'est dire que je vais hériter de notre layout qui se trouve au niveau du dossier layout. Donc il va chercher dans tous les dossiers templates, ok, et on va chercher ici base.html. Donc là on hérite maintenant ici de ce layout là, base.html, qui se trouve au niveau de layouts. Maintenant on veut qu'on puisse ici prendre ce contenu là et le mettre tout simplement au niveau ici du bloc content, ok? Donc ce que vous pouvez faire c'est quoi? Vous pouvez venir ici, mettre ici bloc content et dire que le contenu que vous allez donner maintenant à ce bloc là, ce sera tout simplement ce Mitsubishi là et Shekebam. Et ce qui va se passer, vu que vous avez maintenant ici hérité de ce layout et vous avez donné ce contenu là, il va prendre ce contenu là et le mettre au niveau de votre bloc content. On va essayer de venir au niveau de la page d'accueil. Si je fais maintenant ici Alt CTRL U, vous allez voir maintenant on a ce Mitsubishi là et il a mis ceci bel et bien au niveau du body, ok? Juste pour vous le prouver, si je mettais par exemple ici ce Mitsubishi là à la fin, c'est à dire que c'est ici que je veux mettre mon contenu. J'enregistre, je viens à ce niveau là, j'actualise, CTRL Alt U et vous voyez il le met maintenant ici en bas, ok? Donc c'est à vous de spécifier tout simplement où est-ce que vous souhaitez tout simplement avoir votre contenu. Et moi j'ai dit que je veux le mettre à ce niveau là, ok? Donc je vais faire de même, je vais tout simplement ici copier ceci. Au niveau ici des erreurs, on va mettre à ce niveau là cela pour hériter également de ce même layout là. Et ce que je vais rajouter ici c'est end block, ok? Soit dit en passant, vous pouvez mettre ici block content et end block content, ok? Comme ça clairement vous pouvez voir que le block content commence ici et il se termine ici, mais vous n'êtes pas obligé de mettre content, ok? Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre, juste pour vous le prouver. À ce niveau là, si je mets par exemple ici content, on n'aura pas d'erreur, cela va continuer ici de fonctionner, ok? Là je vais enlever ceci, on va faire de même ici pour l'erreur 500, simplement que là je vais devoir fermer ceci en mettant tout simplement end block, ok? Donc normalement ici la page d'accueil aura ce layout, les erreurs 500 et les erreurs ici 404, ok? Maintenant ce qu'on va faire ici, si je viens maintenant au niveau de notre blog, pour l'instant vous allez voir que ici on n'utilise pas ce layout là, ok? Donc je peux faire la même chose, venir à ce niveau là, hériter de ceci, je vais tout simplement copier ceci, le dupliquer et là ce sera ici end block, ok? Je pourrais maintenant prendre tout ceci, l'indenter comme cela. On va copier également ceci, venir au niveau de show, le coller. Je viens à ce niveau là et je vais tout simplement ici le copier et le coller, ok? Et normalement on aura également ce même layout qui sera utilisé, CTRL Alt U et vous voyez Shekebam, ce layout qui est utilisé, ok? Vous voyez que là c'est la page d'accueil, le titre qui a été mis à ce niveau là c'est Acme, ok? On va donner ici un titre différent pour chacune de nos pages. Donc au niveau de notre layout, ce que je peux faire, en lieu place de mettre ici le titre, je vais créer tout simplement ici un bloc que je vais appeler ici title et je vais mettre la valeur par défaut ici, c'est tout simplement ici Acme.
Comme ça, le titre par défaut, si je ne précise pas de titre, ce sera tout simplement ici Acme. Ok. Et là, vous allez voir, c'est comme si je n'aurais rien changé. Ce sera Acme ici. Là, on va mettre également un lien pour revenir à l'ensemble des articles. Comme ça, ce sera assez cool. En le place d'avoir à me fatiguer. Donc là, je vais mettre ici un petit HR, un petit paragraphe, un lien. Et là, ce sera ici URL. Et ce sera blog de point index. Je vais mettre ici all post. Ok. Et là, je vais insérer une petite emoji pour revenir. Donc, ce sera ici back. Donc, je vais essayer de descendre. On va mettre par exemple ce Mitsubishi là. Ok. Si je viens à ce niveau, j'actualise. On pourra revenir à tous les postes comme ceci. Voir ceci. Ok. Parfait. Donc là, cela fonctionne. Maintenant, l'avantage, c'est que je peux donner un titre à toutes mes pages. Si je viens au niveau de la page d'accueil et je veux modifier le titre, je n'aurai qu'à modifier ici tout simplement le bloc title qui a été défini à ce niveau-là. Ok, donc le redéfinir. Donc au niveau de la page d'accueil, je peux coller ceci. Je vais mettre à ce niveau-là tout simplement end block et ce sera ici title. Et pour le titre de la page d'accueil, je vais le mettre pourquoi pas sur la même ligne. Je vais mettre ici home page comme ceci. Ok. Si je veux, je peux mettre ce Mitsubishi et rajouter ici Acme. Et vous allez voir maintenant pour la page d'accueil, si je viens à ce niveau-là, le titre, c'est ici Homepage Acme. Ok. Mais là, c'était juste pour vous le montrer. Là, je vais garder ici Acme, mais je vais changer uniquement à ce niveau-là. Pour le blog, là, ce sera ici blog. Et là, pour show, ce sera ici toujours blog. Mais je vais mettre ici le titre de l'article. Donc, ce sera ici post.title. Ok. Au niveau de erreur 404 et erreur 500, on va modifier également. Ce sera tout simplement erreur 404. Et on va copier ceci. Coller à ce niveau-là. Ce sera ici erreur 500. Je pense que je n'ai pas eu à modifier ceci pour les pages About et Contact. Voilà, c'était bel et bien ici le cas. Donc là, je vais mettre un petit texte lorem ipsum. Et là, on va continuer en mettant ici end block. En le place d'avoir ici erreur 500, ce sera about. On va copier ceci, venir au niveau de contact. Pareillement à ce niveau-là, on va mettre un petit lorem ipsum. On va essayer de décaler ceci, copier ceci et le coller. Et le coller. Et ce sera à ce niveau-là end block, comme ceci. Ok. Et si j'actualise, check et bam, on peut venir ici, ainsi de suite. Mais le problème, vous voyez, ce serait intéressant d'avoir au moins ici une navigation. Comme ça, on peut venir au niveau de la page d'accueil, cliquer également pour aller au niveau du blog, ainsi de suite. Et dans ces cas-là, vous pouvez créer ce qu'on appelle des partials. Ok. Si je viens au niveau ici de layout, je vais créer ici un partial. Généralement, j'aime commencer mes noms de partial par un underscore. Vous pouvez mettre directement le nom si vous le souhaitez. Là, on va créer un partial qui aura pour nous ici nav.html qui va contenir la navigation. Ok. Et là, ce sera tout simplement un UL qui aura ici un LI. Je vais mettre ici la balise A. On va aller au niveau de la page d'accueil. On va aller au niveau de la page About. On va aller au niveau de la page Contact. Et pour terminer, on va aller au niveau ici du blog. Ok. Donc là, je vais faire ce Mitsubishi afin de le faire remonter. Donc là, il faudra changer ceci par quoi? Ce sera tout simplement URL comme ceci. Je vais copier coller, comme ça je n'aurai qu'à mettre ici le nom de ma hôte. Donc je colle ceci. Là ce sera ici home. Là ce sera ici blog 2.index. Là ce sera ici about. Et là pour terminer ce sera tout simplement ici contact. Ok. Maintenant j'ai créé ici ce partial. Si je veux l'utiliser, je peux l'inclure au niveau ici de mon layout de base. Comme ça, tous mes templates vont l'utiliser vu qu'ils utilisent ce layout. Et pour l'inclure, je peux mettre ici include, comme ceci. Oups, je vais enlever ce qui a été rajouté un peu de trop. Et là, tout ce que je vais mettre à ce niveau-là, c'est viens dans le dossier layout et tu vas trouver ici underscore nav.html. Et je vais fermer ceci.
Et ouais, maintenant, au niveau ici de tous mes templates, j'aurai maintenant ici ce Mitsubishi là. Je peux aller au niveau de la page de contact, la page about, les blogs et la page d'accueil. Ok. Donc les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Là, je voulais utiliser un peu de Bootstrap afin de vous le montrer pour le rendre un peu nice. Mais je crois qu'on va le faire dans la deuxième partie afin de ne pas rendre encore cette vidéo beaucoup plus longue. Ok. Donc on va commencer par cela. Après, je vais vous montrer également que vous pouvez créer à ce niveau-là un template de base pour votre blog qui va hériter ici de ce template de base là. Comme ça, vous aurez un template de base qui est spécifique ici à votre blog. Ok. On va s'arrêter là, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais l'idée ce n'est pas que vous puissiez retenir tout ce qu'on a vu. L'idée c'est que vous puissiez voir un peu dans la pratique comment ça se passe, développer peut-être une application avec Django. Ok? Donc il y a beaucoup de choses à voir. Parler ici des modèles, rajouter un peu de stylisation, donc voir comment un peu gérer les fichiers statiques et parler également un peu de l'administration. Je vous ai dit que c'est quelque chose que j'aime au niveau ici de Django, mais malheureusement on n'a pas encore eu à voir ceci. Ok, donc on le verra au niveau de la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. Peace.